Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Fringale. Et aujourd'hui, pour ce conseil de classe sur les jeunes, j'ai réuni le plus beau des corps enseignants de la classe des jeunes. Mais avant de vous les présenter, n'oubliez pas d'adhérer à l'association. Il reste encore un peu de temps, il reste environ, allez, un peu plus d'une semaine, une bonne grosse semaine pour continuer à adhérer à l'association Radio Fringale, avec notamment le pack simple pour l'adhésion à 5 euros et puis le pack avec la magnifique casquette Radio Fringale pour frimer et pour être le plus beau ou la plus belle sur toutes vos sorties vélo de l'année. N'hésitez pas à continuer à adhérer, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à laisser un commentaire, à activer la cloche, toutes ces petites choses-là que vous faites déjà parfaitement. Du coup, je vous le disais, le plus grand corps enseignant a été réuni ce soir pour discuter de ce conseil de classe sur les jeunes et pour m'accompagner ce soir, le professeur en préparation physique et mentale, Titien. Titien, comment ça va? Salut Poppy, salut tout le monde. Bah déjà, ça fait plaisir de te retrouver sur la chaîne parce que je crois que c'est la première fois que qu'on t'entend en 2025, donc c'est toujours un plaisir. Voilà, je Exact. tenais à le redire. Et puis non, bah prêt pour ce conseil de classe. J'essaierai d'être un enseignant juste et optimiste pour le en regardant dans le rétroviseur l'année de mes élèves et puis surtout bah en me projetant avec eux sur l'année à venir pour qu'ils décrochent les meilleures mentions possibles. Quel professeur de renom, j'ai envie de dire, Titien, ce soir. Et puis, pour nous accompagner, Titien, le troisième membre de ce corps enseignant, c'est le professeur en stratégie de course, Matt, qui est avec nous ce soir. Matt, comment tu vas? Salut Poppy, salut Titien. On va parler effectivement. Je vais vérifier mes élèves s'ils ont été stratèges en 2024, mais en y apportant de l'empathie, de la pédagogie et du constructivisme, évidemment, comme toujours. Comme toujours, évidemment, nous, ici, on ne fonctionne pas au pot de vin. Écoutez, messieurs, après cette petite introduction scolaire, je vous propose de commencer. On va commencer donc avec les cours internationaux, puisque je sais que dans notre école, dans notre Fringale Academy, il y a aussi des élèves qui viennent de partout dans le monde. Et pour ce faire, on va commencer par Titien. Titien, de quel élève veux-tu parler? Bah écoute, moi j'ai pris un jeune, alors je pense que les gars on s'est mis d'accord sur le principe que les jeunes c'était des moins de 25 ans et donc du coup voilà, on Oui. a pris tous des gars dans cette catégorie. Alors moi j'ai pris un jeune qui à mon avis va être un petit peu le plus capé de la bande ce soir. C'est un nom qui commence à être connu dans le peloton puisque j'ai pris l'espagnol d'Ineos Carlos Rodriguez. Bah j'ai envie de dire que l'élève Rodriguez, j'aimerais bien votre avis plus tard comme là-dessus parce que c'est un petit peu compliqué en fait de le noter. Si je prends sa saison, à la fois il y a beaucoup de positifs puisqu'il a été très très constant, hein. Là on l'attendait sur les courses d'une semaine, deuxième du Tour du Pays Basque où il a remporté la dernière étape, vainqueur du Tour de Romandie, sa première course World Tour à 23 ans, quatrième du Critérium du Dauphiné après avoir remporté également la dernière étape. Donc voilà, il a enchaîné, on va dire, sur la première partie de saison des résultats plus que satisfaisants sur les courses d'une semaine et il s'est montré d'une constance à toute épreuve. Et puis ensuite, suite à ça, nous on l'attendait vraiment, on l'avait découvert en 2023 sur le Tour de France, vainqueur, il faut le dire, d'une étape devant Pogacar et Vingegaard. Il avait fini ce Tour de France, si je dis pas de bêtises, à la 5e place. Mais il avait beaucoup souffert en fin de tour avec une chute notamment lors de l'avant-dernière étape et du coup il y avait beaucoup d'espoir qui naissait avec Carlos Rodriguez qui est un coureur que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai choisi comme élève ce soir. Et voilà, sur le Tour de France il a quand même pas mal déçu, on l'a alors en fait j'ai même envie de dire que ceux qui ont regardé le Tour de France un petit peu de loin, ils pourraient se dire que est-ce que Carlos Rodriguez était sur le Tour de France? Parce que certes, voilà, à la fin, on a une 7e place finale, si je dis pas de bêtises, mais loin des meilleurs, loin des attentes. On pouvait imaginer Rodriguez sur le podium, et finalement, il a fini à quand même plusieurs minutes même de la 4e place, puisque le 3e, Remco Evenepoel, était déjà 10 minutes devant le 4e. Donc, finalement, Rodriguez, il était à près de 15 minutes du podium. Donc, voilà, il a vraiment déçu par rapport à cet objectif, et également dans l'attitude, on l'a senti un peu, sur la défensive, il a jamais pris trop l'initiative, etc. Donc un Tour de France décevant et puis également une Vuelta dans la foulée. Alors je pense que ça a été une grosse erreur de gestion de l'équipe, j'en reparlerai après, mais une Vuelta, voilà, bien décevante avec
Je crois, ouais, c'est ça, une 10e place au classement général final de la Vuelta. Il a jamais pu peser, encore une fois, on l'a jamais vu attaquer, Carlos Rodriguez. Donc, une saison qui a été consistante. C'est la première saison que Carlos Rodriguez a fait vraiment au haut niveau. Puisque les saisons d'avant, notamment la saison 2023, il fait certes un gros Tour de France, mais le reste de la saison, voilà, il avait été victime d'une grosse chute sur l'Estradé et on l'avait quasi pas vu avant un retour timide sur le Dauphiné. Donc j'ai envie de dire qu'en 2023, il avait éclaté aux yeux du grand public avec une perf monumentale sur le Tour. En 2024, voilà, il a été vraiment beaucoup plus régulier, décevant là où on l'attendait finalement, mais pour moi, en fait, sa saison, je la jugerais pas décevante parce que je trouve qu'il a été plutôt mal géré en termes de calendrier. C'est-à-dire qu'il a enchaîné les courses d'une semaine à très très haut niveau jusqu'au Dauphiné sans pause. Et forcément, il l'a payé sur le Tour de France. Donc peut-être qu'une approche avec le Tour de France beaucoup plus focus, avec des courses par étapes d'une semaine en moins, aurait été plus sympa. Donc voilà, je vais mettre sur la note de l'an dernier, je vais mettre une note de 12 sur 20 à Carlos Rodriguez parce que certes le Tour de France, l'objectif principal est raté et donne cette impression de saison ratée, mais il y a quand même du positif à aller chercher et je suis pas sûr que voilà, ce relatif échec soit sa faute, mais j'aimerais bien votre avis et notamment le tien, Matt. Carlos Rodriguez, déjà, comme tu l'as très bien souligné en parlant de sa Vuelta, l'un des gros problèmes de sa saison, c'est qu'il y a beaucoup trop de jours de course pour un cyclisme actuel. Il y a presque 80 jours de course avec 2 grands tours enchaînés, beaucoup de courses d'une semaine. Dans la même saison, il a fait Paris-Nice, le Tour du Pays Basque, le Tour de Romandie et le Critérium du Dauphiné. C'est peut-être un peu trop. Après, sa victoire au Tour du Romandie, je la trouve bien. Mais elle est un peu en trompe-l'œil dans le sens où il y avait quasi que des coureurs qui étaient soit en préparation du Giro, donc qui n'étaient pas en forme optimale, ou alors des coureurs qui étaient en fin de cycle, en post-ardennaise. Donc je la trouve un peu trompe-l'œil. Après, Tour du Pays Basque, ouais, il finit 2e, mais parce qu'il y a les 3/4 de la concurrence qui est éliminée dans une terrible chute dont on a suffisamment parlé. Et Carlos Rodriguez, si on revient bien en arrière, chez les jeunes, chez les espoirs, il était placé sur le même piédestal que Juan Ayuso. Dès leur première saison en pro, ils éclatent en tout cas aux yeux du public de suiveurs sur la Volta. Puis en 2023, Carlos Rodriguez fait un Tour de France qui est génial. Clairement, il finit 5e. Il gagne une victoire d'étape en étant hyper malin et hyper stratège, alors que Vingegaard et Pogačar se regardent. Mais j'ai l'impression que en fait, Carlos Rodriguez, c'est toujours le même problème du coup là et qu'il n'arrive pas à passer ce cap de tenir 3 semaines. Parce que quand tu parlais de sa Volta, mais sa Volta en fait jusqu'à la 20e étape, il est 6-7e du général. Il est pas du tout acteur, il est là, il suit les roues comme il l'a fait sur le Tour de France, mais il suit bien les roues, Carlos Rodriguez. Je pense qu'il doit. Le problème, c'est que est-ce que Ineos le met trop au centre du projet en ne le développant pas assez sur d'autres qualités, comme par exemple le contre-la-montre. Je trouve qu'il n'a pas assez progressé, et quand on sait à quel point c'est capital, c'est un problème. Je pense que sa saison, elle est quand même satisfaisante, donc ton 12 sur 20 me semble pertinent, mais que ça pourrait être mieux s'il y avait une vraie discussion entre les dirigeants d'Ineos et lui pour calibrer un meilleur programme. Il a le potentiel, pour moi, toujours d'être un vainqueur de grand tour. Non, je vous rejoins carrément sur ces points-là. Je suis d'accord qu'il a beaucoup trop couru cette saison, Rodriguez, et il y a peut-être aussi, il le paye très certainement sur beaucoup de courses. Et il y a aussi, je trouve, un côté où tu fais beaucoup de jours de course et pas forcément avec les résultats attendus, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que tu t'alignes, t'es quasiment tout le temps déçu. Et sur de France, là où c'est très frustrant, c'est que moi, Carlos Rodriguez, comme l'a dit Titien, j'ai très peu de souvenirs de ce Tour de France, alors que l'année dernière, je l'avais trouvé vraiment brillant. Et dans sa victoire d'étape, vous l'avez dit aussi, il a été vraiment très malin et il a vraiment très très bien joué. Là, cette année, j'ai trouvé vraiment inactif, décevant. Il est jamais monté sur la boîte d'une étape. Il a jamais été vraiment en lice pour aller jouer la gagne. Alors certes, il y avait des monstres aussi qui étaient là, mais c'est clair que Rodriguez, sur cette saison, il a déçu sur ses gros objectifs. Et puis je pense qu'enchaîner le Tour de France où on l'a déjà vu en souffrance et ensuite aligné sur la Vuelta où voilà, il a pas du tout pu s'exprimer comme il le souhaitait non plus et comme il serait capable de le faire, c'est compliqué et je pense que vraiment ouais, voilà, il va falloir se reconcerter avec l'équipe pour voir dans quel rôle on veut te mettre Rodriguez et surtout
sur quelle course on a envie de l'aligner et comment préparer sa saison, quoi. Est-ce qu'on se met un gros objectif de saison et dans ce cas-là, on joue tout pour ça, à l'image un peu d'un Evenpool par exemple, ou alors plutôt on essaie de se jauger sur des courses d'une semaine ou simplement, oui, jouer les courses d'une semaine sans forcément de gros objectifs comme un grand tour dans l'année. Je pense que ce serait quand même une erreur de faire ça. Mais voilà, en tout cas, Carlos Rodriguez, une saison, euh, une saison sans éclat pour lui, mais pas non plus de signes très alarmants, j'ai envie de dire. On va dire que c'est une Euh, des rares lumières de hmm, la saison d'Ineos, malgré tout. ouais, c'est Parce clair. que, mais Titien, tu soulignes un truc. Moi aussi, je pensais que ce serait un concurrent potentiel pour un podium du Tour de France. On parle souvent de Cycling Fantasy, mais je l'avais mis dans mon équipe parce que j'y croyais vraiment en Carlos Rodriguez. J'étais persuadé qu'il pouvait le faire. Ouais. Donc, Ouais, le non, mais problème, c'est j'ai que été déçu en fait, aussi. il est fort, mais pas assez fort. J'ai été déçu aussi et je pense également, Mm. je pense qu'en 2024, il a payé également le fait que bah Geraint Thomas étant sur le Giro, c'était un peu lui le seul dans l'équipe à même d'aller faire des résultats et on l'a bien vu hein, sur toutes les courses par étapes. C'est Ineos, elle a pu compter que sur lui, à part Egan Bernal sur les courses de mars, mais sinon c'était vraiment Carlos Rodriguez qui était le leader désigné et vu qu'il a failli briller sur toutes les courses d'une semaine, bah tu peux pas en fait être en forme pour moi depuis le Pays Basque non-stop jusqu'au Dauphiné et puis encore être en forme à fond sur le Tour et ensuite sur la Vuelta. Donc ouais, je pense qu'également il y a une mauvaise gestion qu'il faudra corriger. On en parlera après. Cette année de la part d'Ineos, je le vois aussi un petit peu comme ça, l'échec enfin l'échec du Tour de France en particulier et la gestion de la saison dernière. Et Ouais, du je coup, pense que c'est aussi une question de pic de forme, juste pour finir, parce ouais, que vas-y. quand tu regardes son critérium du Dauphiné, il est très bon. Il gagne une étape, la dernière étape au plateau des Glières. Il finit Mm. quatrième du général. Et il commence le tour en étant plutôt en forme, hein. Il est très bon sur l'étape de Valoir. Derrière, il est plutôt pas mal dans les étapes de transition. Il fait un bon week-end des Pyrénées. Et c'est derrière, à partir des Alpes, comme d'habitude, sur la fin, où il explose complet. Donc, toujours problématique avec Rodriguez. Et il paye clairement la fin des 3 semaines, ça c'est sûr. Hum, du coup, qu'est-ce que on va attendre pour Carlos Rodriguez la saison prochaine? On attend plutôt un calendrier plus allégé et plus focus sur un gros objectif, ou alors on l'attend sur des courses d'une semaine. Comment toi tu perçois ça, Titien, pour Carlos Rodriguez l'année prochaine? Enfin, du coup, cette année. Ben, moi, je suis très inquiet pour rien vous cacher, puisque le programme de Rodriguez a été dévoilé, hein, comme le programme des principaux leaders d'Ineos, et c'est très simple. Le programme de Carlos Rodriguez, c'est le doublé Tour de France Vuelta pour cette année, puisque Egan Bernal devrait être aligné de son côté, au moins déjà sur le début de saison sur le Giro. C'est ce qui a été annoncé, en tout cas par l'équipe jusqu'à présent. Donc, on va partir sur ce programme prévisionnel. Bah, j'ai un petit peu peur que ça fasse flop. Alors forcément, en fait, Ineos met son meilleur coureur de course par étape sur le plus gros objectif de l'année. Toujours est-il qu'au départ de ce Tour de France, on devrait avoir encore une fois Tadej Pogacar, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. J'ai l'impression que si ces trois coureurs sont à leur top niveau sur cette course, Rodriguez il en est très loin. Qu'il aura peu de marge de manœuvre également pour faire. Je pense que Rodriguez c'est un coureur qui a des bonnes capacités au-delà de ses capacités de descendeur également qui sont exceptionnelles, mais d'endurance, je trouve il est plutôt pas mal. On l'a vu souvent sur le final du Lombardie, etc. Donc c'est pas un coureur très explosif en fait. C'est un coureur qui est bien sur la durée. Et malheureusement, le parcours du prochain Tour de France, il lui convient absolument pas. On a 7 étapes de montagne et 6 arrivées au sommet. Donc il va convenir énormément à des coureurs qui savent envoyer les watts dans les dernières montées. Et Carlos Rodriguez, pour moi, il a un problème assez rédhibitoire, qui est que je pense que c'est un des coureurs qui a le moins de punch du peloton, quoi. Il est incapable de sprinter. Non, vraiment, il a pas du tout d'explosivité. Donc pour lui, il faut vraiment qu'une étape, ça parte de loin et que ça se joue beaucoup à l'endurance. Donc j'ai un petit peu peur qu'à la fois la concurrence soit trop haute sur le Tour de France et qu'en même temps, bah voilà, le parcours lui aille pas du tout. Et en plus de ça, bah ouais, certes, si Carlos Rodriguez progresse et qu'il finit quatrième, mais que c'est encore à 5-6 minutes du podium, bah sa progression, on l'aura vraiment pas vue. Et dans tous les cas,
Enfin, tu vois, Joao Almeida, il a fini 4e du Tour de France. Je suis pas sûr qu'il ait énormément marqué les esprits des suiveurs, donc j'ai un peu peur que ce soit la même chose et je suis un peu dégoûté de son programme. Moi, je l'adore comme coureur et ce parcours du Giro qu'on a détaillé il y a quelques jours, bah, je pense qu'il aurait pu lui convenir avec beaucoup d'étapes, avec des cols qui partent de loin, avec beaucoup de descentes également, un parcours un petit peu, enfin, beaucoup moins stéréotypé en termes d'étapes de montagne que celui du Tour de France. Voilà, enfin, il lui aurait beaucoup mieux convenu. L'adversité lui aurait également été beaucoup plus favorable et à 24 ans, ça aurait été une belle opportunité pour lui de faire un podium de grand tour, je pense, vu la concurrence annoncée. Et à moins qu'il y ait un revirement, il y sera pas. Donc voilà, je suis un petit peu inquiet pour Rodriguez, pas sur son niveau parce que il a que 23 ans, et il arrive sur ses 24 en début d'année, donc il a tout le temps de progresser, mais la concurrence est rude et je suis pas sûr qu'enchaîner encore un doublé Tour de France Vuelta, ce soit la meilleure des idées, surtout que ça va sûrement indiquer qu'il va être le leader d'Ineos encore sur les courses par étapes de début de saison. Donc j'ai l'impression qu'on se dirige un petit peu vers une saison qui ressemble à celle de l'année d'avant. J'espère quand même que Ineos s'apprendra de leur erreur, saura mieux le préparer pour l'objectif principal qui est le Tour, mais moi je suis pas hyper serein. Très bien. Matt, tu voulais réagir sur ça? Ouais, ouais, bah en fait le problème c'est que de toute façon Carlos Rodriguez il est condamné à être un peu l'unique leader parce que bah Geraint Thomas il y a un moment c'est plus possible. Alors oui il fait podium du Giro cette année mais il faut rappeler sans vouloir dénigrer les coureurs que la qualité du plateau faisait qu'effectivement il pouvait concurrencer un podium. Egan Bernal à moins d'un miracle absolu il retrouvera pas le niveau qu'il avait avant. Et derrière bah le problème c'est qu'Ineos a perdu à peu près tout son réservoir d'autres coureurs qui pouvaient être là sur les courses au moins d'une semaine. Ça s'est fait en quelques années. Les Eddie Dunbar, les Luke Plapp, les Tao Gegenhardt, tous ces coureurs-là même Ethan Hayter, des coureurs-là qui pouvaient pallier en tout cas à Carlos Rodriguez sur des courses d'une semaine plutôt que envoyer Carlos faire le tour de l'Europe sur toutes les courses pour faire la course parce qu'en plus le gros syndrome Ineos et sans qui est assez dingue, c'est que on l'a vu dès la reprise de la saison hier en Australie, c'est qu'Ineos continue de faire la course comme si c'était une équipe dominante. Est-ce que ça convient au style de course de Carlos Rodriguez? Je suis pas sûr. Vu que c'est un outsider, j'ai l'impression qu'il le crame plus qu'autre chose. Et ça s'était vu sur une étape du Tour de France à la toute fin. Je sais plus exactement c'est laquelle. Je me demande si c'est pas celle de Barcelonnette où bah, il est à la dérive complet, Carlos Rodriguez. Il y a trois coéquipiers avec lui, mais il avance plus. Parce que Ineos avait voulu faire la course ce jour-là. Donc ouais, il y a des inquiétudes à avoir et je suis d'accord avec Titien, encore lui faire un doublé Tour Vuelta, c'est problématique pour son développement, mais le problème c'est que Carlos Rodriguez est espagnol et que c'est le meilleur coureur de Grand Tour d'Ineos et que j'ai l'impression qu'il est un peu condamné aussi à ça. Clairement, clairement. Et puis il faut, j'ai envie de dire, Ineos, ils ont besoin de mettre un coureur capable de faire des choses sur le Tour de France, mais à voir. Après, ça se trouve, Carlos Rodriguez sera sur le Tour de France, mais pas forcément dans un objectif d'aller faire des gros résultats, mais plus dans un objectif justement de se tester, de se juger et de voir après pour essayer d'être chercher plus gros sur la. On verra. On verra comment Ineos va gérer ça, mais je suis d'accord avec toi, Matt, dans le fait que Ineos se roule encore comme une équipe forte du peloton, alors que c'est plus vraiment le cas, quoi. Ils sont vraiment dépassés par quelques équipes. Eh bien, messieurs, si on a fini sur Carlos Rodriguez, je vous propose de passer à un autre coureur. Et Matt, c'est toi qui vas nous le présenter. Yes, alors nous on va partir du côté de la Grande-Bretagne. On va parler de Oscar Onley. Alors Oscar Onley, comme à l'image de son équipe, hein, la DSM, il vient du centre de formation, même s'il était passé très brièvement à AG2R, fut un temps, chez les juniors. Et c'est un coureur qui a un peu explosé en toute fin de saison 2023 chez les jeunes, avec Max Poole, même si on a beaucoup plus vu Max Poole aux côtés de Romain Bardet. Et puis automatiquement, en 2024, on s'attendait à, la tradition le veut chez les jeunes coureurs DSM, à ce que il explose un peu parce qu'on percevait en lui des qualités de puncher évidentes, mais aussi capable de bien grimper comme il faut. Et puis il commence le début de saison en bombe, hein, clairement. Il fait un super down under
avec une victoire d'étape au Willunga donc l'étape reine. Malgré tout, il va pas s'imposer. Lors de ce Down Under, il finit quatrième du général, mais bon, pour un coureur qui à ce moment-là n'avait que 21 ans, ça ne pouvait qu'entretenir des promesses évidentes. Et puis le problème c'est que Oscar Onley c'est un coureur qui chute pas mal et que déjà là, en fin de saison 2023 il avait abandonné son premier grand tour, donc la Vuelta, sur une fracture de la clavicule, et que lors de la saison des classiques australiennes, donc fin janvier, il se fracture à nouveau la clavicule alors qu'il avait des objectifs sur un Paris-Nice qui semblait très ouvert. Preuve en est, Matteo Jorgensen l'a remporté. Et il a un profil un peu similaire, je trouve, en tout cas dans le côté puncher. Après, malgré tout, il revient de manière très très solide, hein, parce qu'il est troisième au Grand Prix Miguel Indurain, et puis il finit cinquième de la dernière étape du Tour de Pays Basque. Sauf que à nouveau à la tuile, il commence donc un de ses grands objectifs de la saison, malgré que ça avait été tronqué, les Ardennes, sauf qu'il se fracture à nouveau la clavicule sur l'Amstel Gold Race. Malgré tout ça, il revient sur le Tour de Suisse. Alors, ça a été très irrégulier son Tour de Suisse, mais pour moi, c'est vraiment le point d'orgue de sa saison, parce qu'il a été à la fois très puncher sur l'étape de Cari, et sur l'étape il a montré aussi qu'il savait bien rouler sur le chrono final, et puis il a montré aussi qu'il savait très bien grimper sur l'étape du Gotthard Pass. Il finit 8e du général malgré tout, parce qu'il avait perdu énormément de temps au début, mais pour moi c'était hyper encourageant. Son Tour de France, ça a été énormément dans l'ombre, mais le problème c'est qu'il y avait des stratégies d'équipe, etc. Et que je suis pas sûr qu'il avait sa carte durant les premiers jours, malheureusement, parce que la seule fois où il a vraiment eu sa carte, c'était dans l'étape de Super Dévoluy, où il finit 5e. Et puis après il finit sa saison par des petites courses où je pense qu'il est complètement en méforme, même s'il finit 2e au général anecdotiquement du Tour du Guangxi. Mais moi, Oscar Onley, c'est un coureur où je vois un potentiel qui est énorme, qui est immense, qui est dans une des meilleures équipes de formation de jeunes. Un truc que je trouve très satisfaisant, c'est que pour une fois la Picnic PostNL, donc ex DSM, a réussi à sécuriser un de ses coureurs qui est très prometteur jusqu'en 2027. Et pour moi, il a tout le potentiel de ravager déjà les courses d'une semaine. À voir s'il peut performer sur les grands tours, peut-être type Vuelta. Je suis pas sûr que Tour de France ou Giro ça lui convient. Mais pour moi, ça peut être il a le profil pour être un des meilleurs Ardennais. Voire coureur de course d'étape d'une semaine type Romandie ou Tour du Pays Basque. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi c'est un coureur que j'aime beaucoup en tout cas. Ouais, c'est un coureur qui est excellent. Oscar Onley, il a pas eu de chance vraiment l'année dernière, comme tu dis. En fait, il a été stoppé plusieurs fois dans sa saison. Il a un peu un profil un peu à la Lennart Van Etvelt dont on avait parlé dans les récompenses de fin d'année dernière, un petit peu grimpeur puncher, mais effectivement peut-être plus typé montée courte et pentue explosive. Sur sa saison dernière, écoute, elle est pas si mauvaise, parce qu'il faut rappeler qu'il avait quand même que 21 ans, Oscar Onley, et mine de rien, il brille quand même sur des courses World Tour, hein. Je me souviens de sa dernière étape au Pays Basque ou de son Tour de Suisse, comme tu dis, où s'il fait sa meilleure performance, même si c'est peut-être là qu'on le voit moins de la saison, il est constant et il va chercher un top 10 au classement général. Après, on l'a pas du tout vu sur la dernière moitié de saison. Il fait, alors certes, le Tour de France est très décevant, mais derrière, il a quand même du mal à enchaîner. Le Tour de Pologne, ça lui convenait bien, et je trouve qu'il a été un petit peu décevant. Et puis la fin de saison, voilà, ça a été également difficile. Donc moi, j'avais découvert, je crois, c'est sur un Tour de Croatie où il avait commencé à faire des petites merveilles il y a 2 ans et il y a 3 ans. Et ouais, je l'attendais fort l'année dernière. Il avait gagné cette belle étape là sur de Willunga sur le Tour Down Under. Et puis ensuite, ouais, j'ai envie de dire que sa saison est dure à juger, parce qu'il y a eu quelques coups d'éclat, mais il y a eu également beaucoup de blessures ou de méformes, etc. Donc je suis assez mitigé sur la saison d'Onley. Je pense qu'en tout cas, c'est une saison un petit peu où il a beaucoup couru et qui va construire la suite de son calendrier, mais elle est pas incroyable vis-à-vis du potentiel du coureur, effectivement. Donc en tout cas sur la saison dernière, ouais, je suis un peu, c'est pas vraiment la même chose que Carlos Rodriguez, mais j'irai dans la même notation, parce que il y a eu des magnifiques coups d'éclat qui montrent son potentiel, mais il a pas su voilà, et notamment sur le Tour de France où il a été assez invisible, je trouve. Enfin, en tout cas, j'ai pas trop souvenir avec lui. Il a
pas su concrétiser en constance sur toute la saison. Non, clairement, mais c'est bien, j'ai l'impression que le Tour de France, ça plombe pas mal nos jeunes, donc c'est cool. Personne s'illustre dessus. Non, mais Oscar Only, c'est clair qu'il a un vrai potentiel et il est encore il est encore très très jeune, hein. Il a que 22 ans. Et puis voilà, sans transition, j'ai envie de dire, je pense que son calendrier de l'année prochaine pourra nous laisser penser et nous laisser voir un petit peu si ses grandes qualités peuvent justement exploser aux yeux de tous et s'il arrive aussi à éviter les chutes, j'ai envie de dire, Matt. Ouais, bah, de toute façon, quand on regarde son programme, de toute façon, les objectifs, ils sont annoncés. Mm. Comme clairement, c'est les Ardennaises, ça va être ça son grand objectif. Pour l'instant, il y a que la Flèche et Liège. Je suis un peu déçu parce que pour moi, il pourrait faire clairement l'Amstel. Il a un profil un peu quand même qui ressemble à la Tom Pidcock aussi. Donc, je pense que c'est le genre de course qui pourrait bien lui convenir. Et puis, bah, le Tour de France parce que je pense que il fait partie de la nouvelle garde Picnic Post-NL avec Max Poul et tout, donc et les Van Uden, les Andresen, parce que Bardet va partir et il va bien falloir trouver des points UCI. Le problème, c'est que ouais, il va falloir éviter les chutes parce que bah, la saison a repris cette nuit et que Monsieur Only est déjà tombé. Alors par chance, il s'est pas fait mal ou autre, mais va falloir que il apprenne un peu plus à frotter et tenir sur son vélo, même si des fois c'est pas toujours de son ressort. Parce que je pense qu'à 22 ans, cette année, il va avoir ses 23 ans en fin d'année. C'est le genre de saison où il doit définitivement passer un cap, surtout dans une équipe qui fait appel aux jeunes très rapidement. Il n'y a pas le même temps que comme Carlos Rodriguez, ou avec Ineos, souvent, c'est bon, t'as 24 ans, etc. Il y a d'autres coureurs qui sont devant toi. C'est pas très grave. Là, pour le coup, Oscar Only, il est directement sous le feu des projecteurs dans son équipe. Il fait partie des gars où quand on aligne sur une course, c'est pas un équipier, c'est pas un lieutenant, c'est un leader. En tout cas, pour moi, j'espère que cette saison, ce sera celle-ci à voir parce que bon, par exemple sur les Ardennaises, il y a toujours Romain Bardet et Max Poul. Est-ce que ce sera véritablement lui leader? À voir. Mais en tout cas, j'espère beaucoup de choses pour Oscar Only. Ouais, je suis beaucoup moins inquiet si je me projette sur la saison à venir pour un Oscar Only qu'un Carlos Rodriguez. Je pense il a cassé un coureur quand même qui a été freiné, hein. Genre, c'est tellement de fractures de la clavicule en un court laps de temps et pourtant il a quand même réussi dès qu'il revient en course, il réussit à peser. Donc voilà, moi, effectivement, il va falloir qu'il passe un cap cette année, mais moi je l'attends effectivement tout d'abord sur les Ardennaises et principalement sur la Flèche wallonne parce que qu'il est encore un peu jeune sur des courses d'endurance, mais sur une Flèche wallonne, moi il doit jouer le top 5, voire le top 3 à minima. C'est clairement le type de finale taillé pour lui avec son punch. Enfin voilà, moi en tout cas je l'attends principalement sur cette course pour faire un très très gros résultat, gagner. Voilà, on sait que Tadej Pogačar sera au départ de la course, mais il doit pouvoir en tout cas je montrer que sur ce type d'arrivée c'est un des meilleurs du monde. Je l'attends également pour aller chercher pas forcément des classements généraux parce que je pense que il va y avoir beaucoup de gros coureurs qui se répartissent les courses d'une semaine si on regarde les calendriers des Pogačar, Roglic ou Vingegaard, donc ça risque d'être difficile, mais s'il peut aller nous chercher des belles victoires d'étape au punch, en baroudeur, grimpeur, etc. Bah voilà, et puis même peut-être sur un Tour de Catalogne ou un Tour du Pays Basque qui peuvent être des courses où là il peut aller chercher un top 5, ça montrerait qu'il a une belle progression. Moi je l'attends pas vraiment, tu vois, sur un Tour de France pour aller jouer un classement général. Je pense que voilà, je suis pas sûr que ce soit un pur grimpeur. Je le pense vraiment plus puncher grimpeur et du coup cette première semaine du Tour de France, elle me parle aussi pas mal pour lui et je pense que l'équipe misera beaucoup sur lui sur cette première moitié de Tour de France. Il y a ces étapes en Suisse normande, il y a l'étape également qui arrive au Mont d'Or là avec ce final pour grimpeur puncher. Donc je me dis qu'Oscar Only, il a un beau terrain de jeu sur le Tour de France. Donc j'attends vraiment un coureur qui nous montre toute l'étendue de son talent, de son punch, qui va chercher des victoires ou alors qui joue du derrière avec les meilleurs sur son terrain de jeu. Et puis également en montagne qui part dans des échappées, voilà, qui nous régale de belles envolées, etc. Donc voilà, vraiment je l'attends et également qu'il puisse
voilà, être constant sur toute l'année parce qu'on voit que l'année dernière, il y avait des gros coups de barre versus des gros coups de forme. Donc voilà, Oscar Only, j'attends à le voir un petit peu sur chaque course et je serais pas étonné franchement s'il allait remporter 4-5 succès à la fin de l'année sur les différentes courses World Tour sur lesquelles il serait aligné sur des étapes. Et vraiment, moi, c'est mon petit pari, il sera dans grosse cote, mais top 3 de la Flèche Wallonne. Belle cote quand on voit déjà les noms qui sont annoncés, ouais. Ouais, les gars, mais l'année dernière, on avait annoncé Stephen Williams vainqueur de la Flèche. Donc attention avec cette course, il y a un truc sur Eh ben, écoutez, voilà. on verra bien. Voilà, franchement. Voilà. Mais là où j'ai bien envie de voir Oscar Only, moi, c'est sur le Tour de France. Et parce qu'en fait, son équipe va arriver avec aucun gros leader pour le classement général. Et finalement, juste des coureurs qui vont être là et qui vont pouvoir s'exprimer un petit peu individuellement. Et je trouve ça intéressant de pouvoir avoir une équipe qui est pas forcément dans un, enfin, qui est un peu dans un no man's land, tu vois. Tu joues pas le général, tu joues plus la victoire d'étape, mais t'es pas forcément ultra attendu. Donc, tu peux te permettre un peu de jouer la carte un peu quand t'as envie. Et je trouve que ça peut être vraiment intéressant de voir comment Oscar Only peut s'exprimer sur ces 3 semaines de course. Et je pense que le Tour de France lui offrirait un beau terrain de jeu. Et je vous rejoins complètement sur la Flèche Wallonne. Je pense qu'il y a clairement une course qui est à sa portée, avec cette rampe finale extrêmement dure qui peut parfaitement lui convenir. Et voilà, je pense qu'Oscar Only, il a aussi envie de se frotter un petit peu au meilleur après une saison marquée par les chutes. Je pense qu'il a aussi envie de retrouver des sensations et de se faire plaisir. Et quoi de mieux que de se faire plaisir que d'aller se tester face à Tadej Pogacar sur la montée finale de la Flèche. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Et en tout cas, Oscar Only, saison à suivre qui, pour moi, sera beaucoup plus intéressante que la saison de Rodriguez. Et comme Titien, j'ai vraiment beaucoup moins peur pour lui que pour son compatriote espagnol. Messieurs, je propose qu'on continue avec le dernier coureur international, si vous me permettez. J'ai choisi comme coureur, j'ai choisi Kian Uijtdebroek. Je ne sais pas trop comment on prononce, alors je vais essayer de pas trop prononcer son nom. Uijtdebroek. Ouais. Très bien. Donc, le Belge de l'équipe Visma a fait une saison un petit peu en demi-teinte cette année. Il a été, je trouve, assez inexistant, voire même carrément inexistant. Il finit 7ème du général de Tirreno. Sur le Giro, il est non partant de la 11e étape. Sur le Tour de Suisse, il n'arrive pas à s'exprimer alors que l'année d'avant, il avait été plutôt performant. Voilà, malheureusement, il a dit qu'il avait eu des problèmes de dos durant l'année 2024 et des gros soucis par rapport à ça, ce qui fait que ça a un peu contraint sa saison à subir. Et finalement, voilà, abandon aussi sur la Vuelta. Enfin, c'est une saison qui est un peu oubliée pour Kian Uijtdebroek, pardon. Je vais essayer de bien le dire à chaque fois. Mais voilà, alors après il est très très jeune, il a que 21 ans, donc encore plus jeune qu'Oscar Only et Carlos Rodriguez. Mais c'est clair que au vu de sa saison 2023 qui avait été vraiment exceptionnelle, il avait fait 7ème du Tour de Suisse, en plus un Tour de Suisse qui avait une start list qui était vraiment, vraiment bien. Il finit derrière des mecs comme il finit derrière Remco, derrière Ayuso, Skelmos, Bardet. Il fait 6ème du Tour de Romandie et il se place sur le podium du côté des jeunes. Au Tour de Catalogne, il fait 9ème, mais il est 2ème derrière Evenepoel au classement des jeunes aussi. Enfin voilà, il avait fait une super saison 2023. Il finit aussi dans le top 10 de la Vuelta, notamment. Enfin voilà, il avait fait vraiment une saison vraiment plus que correcte il avait même pas 20 ans, donc voilà, faut se rendre compte de la portée quand même de sa performance. Et voilà, l'année dernière, il a un peu subi. Et du coup, c'est vrai que c'était assez étonnant. J'ai pas envie de dire décevant parce que je pense que quand même il pourra rebondir, on en reparlera un petit peu après. Mais en tout cas, voilà, c'est clair que cette saison 2024, elle est plus à oublier qu'autre chose. Mais 2023 fait qu'il y a encore pour moi, il y a encore beaucoup d'espoir à tirer. C'est juste une saison, voilà, ça a juste été une saison sans avec des soucis physiques et qui maintenant ont plutôt l'air d'être résolus et on l'espère pour lui. Titien, peut-être réagir sur Kian Uijtdebroek.
Ouais, bah quand tu dis un peu une saison pas ouf, moi je te trouve un peu gentil. La saison, elle est quand même très 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 décevante. Je pense qu'on l'a pas Oui, mis dans oui. notre fringale d'or parce qu'il est jeune et qu'on voulait pas l'accabler, mais enfin, qui aurait imaginé cette saison de Kanaute Brooks? Personne. C'était quand même le transfert quasi de l'an dernier, un peu surprise avec ce départ de chez Bora pour aller chez Visma après avoir fait une Vuelta du feu de Dieu à seulement 20 ans, comme tu dis. Moi, je m'attendais clairement, en plus dans l'équipe Visma qui venait de remporter les 3 grands tours, je m'attendais à un énorme Sianej Brooks et dans mes souvenirs, ouais, sur Tirreno Adriatico, qui est sa première grosse course de l'année, il est avec Vingegaard, il est quand même à un bon niveau dans le groupe de ceux qui suivent le Danois, et je me suis dit c'est vraiment c'est bien lancé. Et je me souviens on avait parlé dans notre émission de prédiction de l'année dernière, on s'était dit bah Kenoy Brooks sur le podium du Giro, c'est quand même quelque chose qui nous paraissait assez probable, en tout cas possible. Résultat, voilà. Sur le Giro, il a certes abandonné parce que je crois qu'il a été malade, mais dans tous les cas, enfin alors c'est vraiment pas de chance. Il était là dans ce Giro, mais il était pas non plus impérial. Donc voilà, son année, elle est quand même pas été tip top. Je pense que je suis pas sûr que c'était une grosse idée de le remettre sur la Vuelta après cet échec du Giro. Donc bon voilà, la Vuelta ça s'est soldé par un nouvel échec. Donc finalement, à part ce top 10 sur Tirreno Adriatico, mais qui vaut pas finalement plus que tout ce qu'il a fait l'année d'avant, il y a rien à garder sur cette saison. Sianej Tobruk, au-delà d'avoir subi, c'est même pas qu'il a subi. Souvent, j'ai des souvenirs de lui, notamment sur un Tour de Catalogne qui explose complètement dans les ascensions. Enfin, vraiment, voilà, il a été en grosse difficulté. Et voilà, il est peut-être arrivé trop fort, trop vite l'année d'avant, et il a vraiment subi ce contre-coup, changement d'équipe également. Donc, ouais, non, franchement, je sais pas ce que t'en penses, Matt, mais pour moi, je veux pas être trop méchant avec lui, mais la saison, elle est complètement ratée versus les attentes énormes qu'il avait générées. Kian Brooks, c'est un jeune coureur qui est parti. Alors oui, c'était le transfert, mais ça se passe très très mal sa fin avec Bora parce que il finit huitième de la Volta, d'une Volta qu'il aurait dû finir septième. Si seulement il n'y avait pas eu la guerre d'ego avec Vlasov, qui essaye de le démarrer dans les dernières étapes et qui finalement va reprendre sa septième place. Derrière, il casse son contrat, il rejoint la Super Armada Visma. Et on voit un Kenneth Brooks avec un esprit qui est super rafraîchissant, hein. Au début de saison, il dit que c'est pas parce qu'il est sur des courses avec des Sepkus, avec des Vingegaard que il sera forcément lieutenant ou équipier. Il a envie de jouer sa carte. Chose qu'il confirme sur le Grand Camino où il est plutôt pas mal. Même bon, si Vingegaard est largement au-dessus, mais bon, c'était un peu particulier cette épreuve-là. Ensuite, sur Tirreno, bah, derrière Juan Ayuso et Vingegaard, c'est lui le meilleur, clairement, alors qu'il joue quand même le rôle de lieutenant. Et puis après, bah, Catalogne, je sais pas trop pourquoi il est aligné. Je pense qu'il était un peu en première fin de cycle. Et il était pas du tout bon vraiment sur Catalogne. Ouais, il était à la ramasse. Mais par contre, sur le Giro, je vous trouve un petit peu dur parce que moi, on le voyait pas trop, mais il était quand même très bon, hein. Il était dans le top 5. Et il mandatait clairement pour aller jouer un podium. Il était vraiment, je le voyais très très solide. Sauf que pas de bol, il a Covid. Et que, bah, il l'a dit là, à l'intersaison, il a eu un Covid long qui lui a littéralement foutu sa saison en l'air. Donc derrière, bah, clairement, on le voit plus performer. Il y a plus une seule fois où il performe derrière. Et il quitte la Vuelta en ayant à nouveau le Covid. Donc sur les 2 grands tours, il a eu le Covid. Donc le problème, c'est que c'est une saison qui est complètement tronquée. Euh, Si on rajoute ça qu'il a eu du coup des symptômes physiques qui ont été très longs et qui ont gâché sa préparation, sa remise en forme et tout, je pense que c'est une saison à oublier, mais qui va lui apporter de l'expérience au niveau mental parce que ça reste un très jeune coureur. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'être dur avec lui parce que la seule fois où il était vraiment très en forme, c'était sur le Giro et sur Tirreno. Et là, on a vu le Kanoite Brooks de Labora. Et il était vraiment très très solide. Donc moi je suis très indulgent avec lui. Ouais, puis il est quand même très très jeune, hein, donc franchement, il y a, il y a de quoi faire. Et puis du coup, pour la saison à venir, pour Ken Uijtdebroek, bah, je me suis noté quelques petits trucs.
Déjà, il expliquait que voilà, il voulait plus s'orienter sur les courses d'une semaine pour la prochaine saison. Et quand on voit son calendrier, bah, c'est clairement les objectifs qu'il s'est fixés. Il y a sa saison va commencer au Muscat Classic là, début février, puis il ira sur le Tour d'Oman. Il va ensuite aller sur Tirreno. Il va aussi faire le Tour de Romandie, le Tour de Suisse. Enfin voilà, il va s'aligner sur quand même pas mal de courses d'une semaine. Et moi, je trouve ça intéressant que son équipe le mette dans cette disposition-là. C'est clair qu'à la Visma, voilà, il y a déjà, avec en plus l'arrivée de Simon Yates, il y a beaucoup de coureurs qui peuvent aller jouer les grands tours. Donc, je pense que là-dessus, ne pas être présent sur ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, ne pas être présent en tant que leader. Donc, je pense qu'à son âge non plus, il peut pas être considéré comme leader. Quoique, quand on voit Rodriguez, bah voilà. Mais je trouve ça bien, ça va lui permettre de se développer. Et puis sur des courses format d'une semaine, je pense qu'il peut être très très bon. Il l'a déjà été il y a 2 ans en arrière, donc je pense que ça peut. Enfin, pour moi, j'ai vraiment pas de doute sur le fait que voilà, il sera performant sur des courses d'une semaine. Et puis ça va aussi lui laisser voilà le temps de se faire un petit peu physiquement, d'apprendre aussi à gagner des courses. En fait, tu vois, je me dis bah voilà, il va falloir aussi lui laisser le temps parce qu'à 21 ans, voilà, il faut qu'il apprenne à être un leader dans les courses, à avoir envie de gagner. Je pense que tu as tout le temps envie de gagner, mais bon voilà, avoir un petit peu cet esprit de gagne et puis. Il en a parlé avec son équipe justement qui avait cette envie de lui faire apprendre à gagner les courses. Et puis voilà, il faut aussi se dire, accepter aussi de parfois lâcher du lest, de pas pouvoir être dans la course pour gagner et d'accepter aussi l'échec. Je pense que voilà, il a moyen de se construire et d'être un très grand. Et tu vois, quand je pense à Jan Uijtdebroeks, bah, je pense aussi à Matteo Jorgensen qui a un peu eu cette chose-là en arrivant chez Visma, tu vois, il était chez la Movistar avant. On a vu un coureur qui était très talentueux, qui avait fait des belles performances. Et ensuite, chez la Visma, il a complètement pu pardon, un peu mieux s'exprimer avec, en témoigne sa performance sur Paris-Nice ou encore sur le Tour des Flandres où il avait été très bon. Donc, voilà, je pense que chez Visma, moi, j'ai vraiment pas de doute sur son développement. Je pense vraiment que ça peut être un coureur très intéressant et qui peut être par la suite un coureur qui pourrait aller jouer des classements généraux sur les grands tours et qui pourrait remporter de nombreuses courses d'une semaine. Et je pense vraiment que Visma et j'ai pas tellement de doute là-dessus, que Visma va pouvoir bien l'encadrer sur différentes courses et pouvoir aussi lui laisser un petit peu quelquefois les clés du camion en disant bah écoute, là, cette course-là, on met pas Jonas, on met pas Simon, on met personne d'autre, tu seras le leader. Par contre, derrière, voilà, il va falloir quand même apporter du résultat parce que si je pense que si tu fais une saison sans pépin physique et que tu arrives sans résultat à la fin, oui, là, ça peut commencer à devenir un peu inquiétant, même si tu es jeune. Mais voilà, Uijtdebroeks, on l'a vu, il a été clairement performant en 2023 avec la Bora. Je pense qu'avec la Visma, ça ne peut que être sur une pente positive. Ouais, en fait, j'ai l'impression que cette année, il a le programme de course qu'il aurait dû avoir l'année dernière, c'est-à-dire un programme qu'il préserve, qui en fait pas forcément une des grosses têtes d'affiche de l'équipe. Et voilà, il va aller sur des plus petites courses, comme sur des courses d'une semaine où il aura toujours un plus gros leader que lui qui sera présent, ou alors il sera exposé sur un Tour de Romandie, mais qui est pas la course World Tour la plus exposée, on va dire, médiatiquement. Donc voilà, c'est bien, il va avoir toute cette première partie de saison qui va lui permettre de se dire bon, ok, bah il y a les gros leaders qui vont sur les grands tours, là Simon Yates sur le Giro, Vingegaard, Jorgensen, Kuss, tout ça sur le tour. Moi de mon côté, je vais faire des plus petites courses, je vais essayer de retrouver mon niveau, de me refaire plaisir sur ces courses là. Je serai un petit peu dans l'ombre médiatique et puis ensuite voilà, si dans une deuxième partie de saison la Vuelta est possible, je la ferai, mais il y aura forcément Jonas ou un autre et voilà, je serai beaucoup moins exposé. C'est ce qu'il y a parce que finalement la dernière Uijtdebroeks, alors forcément c'est avec tous les langues médiatiques qui allaient, mais et c'est pour ça qu'on avait dit qu'il pouvait être podium du Giro, mais c'était clairement limite le troisième leader grand maximum de la Visma Lease pour les grands tours. Donc on a vite tous oublié, je pense qu'il avait que 21 ans. Et à 21 ans, tout le monde est à des Tadej Pogacar et remporte un Tour de France. Donc voilà, c'est bien. Je pense que son programme de course le préservera. Il est cohérent et puis on espère le voir sur la Vuelta en dernière partie de saison. Mais déjà, j'espère que jusqu'à son Tour de Suisse là. Voilà, avec toutes les belles courses qu'il a, il arrivera à retrouver du plaisir, de la confiance et voilà. Et juste une petite chose, c'est que j'espère qu'on va voir cette saison chez Jan Uijtdebroeks des progrès en contre-la-montre parce que c'est quand même vraiment son talon d'Achille. J'ai l'impression que là, il est un petit peu dans le dur dans cette discipline. Il fait quand même aucun bon résultat. Donc
voilà, j'espère qu'il a pu travailler ça pendant l'hiver et qu'on verra des progrès cette année. Il y a pas mal de coureurs qui ont réussi à progresser dans ce domaine, donc je me dis que chez Visma, ils doivent quand même arriver à lui faire un palier, parce que pour jouer la gagne sur les courses, enfin pour, on va dire, jouer le top 5 sur les courses d'une semaine, il n'y a pas forcément besoin d'être un énorme rouleur, mais pour gagner une course d'une semaine, si tu sais pas rouler, vu la place que peut prendre un chrono sur 7 jours de course, il faut être un boss dans ce domaine, donc voilà, j'espère qu'il va progresser là-dedans aussi. Ouais, et moi, ce qui me rassure sur ce travail-là du contre-la-montre, qui est pour moi la priorité maximale, c'est qu'il fait des courses d'une semaine où c'est connu qu'il y a des contre-la-montre qui sont toujours décisives. Donc, Tirreno Adriatico, c'est connu. Il y a au moins à peu près soit le contre-la-montre d'entrée à Lido di Camaiore ou celui au dernier jour. Romandie, il y a toujours un, et parfois même, des fois, ils mettent deux chronos. Tour de Suisse, il y a toujours un chrono, voire deux aussi. Donc ça, au moins, il va pouvoir bien travailler, bien s'exercer. Parce qu'en effet, à l'heure actuelle, et on le voit, hein, tu l'as mentionné, Poppy, il fait beaucoup d'accessites sur les courses d'une semaine, mais il les gagne pas. Justement parce que en chrono, pour l'instant, il faut pas se le cacher, c'est catastrophique. Il est clairement indigne son niveau en contre-la-montre d'un coureur qui, par contre, pour moi, a clairement le mental d'un champion et d'un vainqueur de grand tour. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est pour ça qu'il est toujours dans la hiérarchie de Visma. Derrière Jonas Vingegaard, si je dois placer un coureur pour gagner un grand tour, je le mets presque numéro 2. Parce que pour moi, c'est lui qui a le plus gros mental et la plus grosse capacité à tenir 3 semaines. Et ça se voit dans son discours et on l'a vu, il est capable de le faire. Maintenant, il faut travailler le contre-la-montre et ça pourrait être un bon exercice. Pour moi, la Vuelta, c'est un parcours qui peut lui convenir. Donc, moi, j'espère en tout cas le voir dessus et qu'il ne l'envoie pas faire un doublé Tour Vuelta, parce que pour moi, ce serait éliminatoire. Après, le problème de la Vuelta pour Reutebrück, c'est que dans tous les cas, l'un ou l'autre, s'il le fait, il sera pas leader parce qu'il y aura Vingegaard. Et ça va être un autre problème. C'est comment il va pouvoir réussir au fur et à mesure de la saison à passer un cap et s'affirmer comme potentiel leader de rechange. Moi, c'est sur ce point-là que j'en attends. Un côté le chrono et de côté devenir vraiment un leader. Parce que les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux. Non, clairement, il va falloir devenir un leader. Et après, voilà, Visma, t'es quand même bien entouré pour ça, hein. Il y a des mecs comme Wout van Aert, comme Vingegaard. Il y a aussi Simon Yates qui a été leader auparavant. Enfin, voilà, t'as quand même l'entourage qu'il faut pour ça. Après, à voir aussi, voilà, si il commence à élever son niveau et qu'on se dit attention, parce que là, Heudebrock, il peut clairement aller jouer les classements généraux des grands tours. La question, c'est comment tu te répartis maintenant avec, on va dire, 3 ou 4, même si je considère Jorgensen clairement un cran en dessous, avec 3 personnes qui sont là pour aussi pouvoir jouer ces classements généraux. Je pense que il explose complètement cette saison et qu'il montre vraiment un visage de top leader, tu vois, je pense que Visma, et j'espère, le placera vraiment en numéro 2, comme tu dis, Matt, et le fera passer largement devant un Simon Yates. Et je le vois bien, Ok. tu vois, clairement avoir un objectif sur un grand tour de la saison prochaine. Il a intérêt à se dépêcher en tout cas parce que il est à la Visma et que la Visma chaque année ils arrivent avec une génération dorée et que Mm. derrière lui il y en a qui poussent et j'ai un nom en particulier, Jorgen Nordhagen, qui lui ressemble très fortement et qui a à peu près le même potentiel. Il va falloir qu'il se dépêche de passer un cap parce que les places sont chères dans ce genre d'équipe. Et bah, Ouais. Kian, si tu entends le message, dépêche-toi. Dépêche-toi. Ok, ok. Messieurs, après avoir passé sur les cours internationaux, je propose on se concentre maintenant un petit peu sur nos petits Français. Et puis, Titien, je vais te laisser commencer. Quel Français as-tu choisi pour ce conseil de classe? Bah moi j'ai choisi de partir sur de la polémique et du coup comme jeune français j'ai pris Lenny Martinez. Non, blague à part, mais si tu regardes la saison 2024 de Lenny Martinez, elle est coupée en deux. Il y a une saison qui va aller, j'ai envie de dire,
non, ouais, j'ai même pas envie de citer son Tour de Suisse qui va jusqu'au 29 mai à la Mercantour Classique Alpes-Maritimes qu'il remporte. Jusqu'à là, c'est une saison assez géniale que nous produit Lenny Martinez, qui explose de son talent. Voilà, il fait deuxième du Grand Camino derrière Jonas Vingegaard, le seul qui arrive à limiter sur Vingegaard dans les montées. Il remporte cette Classique VAR, sa première course de la saison sur, on s'en souvient tous, de cette bourde de Tobias Johansen qui lève les bras beaucoup trop tôt. Il remporte le Leguilia, il fait 8e d'Estrade, il fait sa première grande course par étape World Tour pour jouer en général avec le Tour de Catalogne et il finit dans le top 10 à une 7e place. Il remporte la classique Grand Besançon, le Tour du Doubs et puis ensuite il enchaîne avec le Tour de Romandie où encore une fois il fait un top 10 et ensuite il remporte la Mercantour. Donc voilà, ça fait quand même au moins 5 victoires pour Lenny Martinez, 2 top 10 sur des courses par étape World Tour. Donc c'est une première partie de saison à 21 ans. Alors contrairement à Ken Brooks qui est plutôt pour le coup ici assez incroyable et on s'est tous dit ouais, Lenny Martinez c'est incroyable. Et puis il devait disputer la Vuelta et on avait des rumeurs depuis le début de saison que voilà, il allait partir de chez la Groupama et à partir du Tour de Suisse, tout s'est gâté. Au Tour de Suisse, on a bien vu que même s'il se réveille dans le dernier chrono final, voilà, un jour il est bien et un jour il est pas bien du tout, et ce qui fait que voilà, il finit seulement plus de 30e du classement général. On sent bien que Lenny Martinez, il est un petit peu en bout de course de son début de saison, qu'il faudrait bien un bon mois sans compétition pour se reposer et revenir sur la Vuelta, mais que nenni, une décision j'ai toujours pas compris de la Groupama FDJ qui décide de placer Lenny Martinez sur le Tour de France. Et puis là, bon, y a rien. Enfin, Lenny Martinez, il fait gruppetto sur toutes les étapes de montagne. Il essaye parfois de prendre des échappées, mais il paraît quand même en bout de course. Et puis il courra plus ensuite après le Tour de France, à part le Tour de Limousin qui fera dans l'anonymat jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, une année où je vais mettre 10 sur 20 à Lenny Martinez, c'est-à-dire quasi 10 sur 10 sur 10 sur 10 sur la première partie de saison. Magnifique ce que nous a fait Lenny Martinez, pleine de, en tout cas qui laisse beaucoup d'espoir. Et puis une deuxième partie de saison où il y a rien, qu'on va oublier, pleine de, à mon avis, de potentiels conflits avec son équipe. Donc voilà, une gestion d'année qui a été quand même, qui pourrait être bien autre, enfin, qui aurait pu être géré autrement, mais il a été ce qu'il a été. Et je vais essayer de retenir juste les 5 premiers mois de l'année de Lenny Martinez, en tout cas, qui sont pleinement réussis. Matt, une réaction? Je rejoins complètement Titien sur ça. Le problème de la saison de Lenny Martinez, c'est que ça relève de l'extra sportif et c'est bien ça le problème, parce que la première partie de saison, elle est incroyable. Alors en plus, autre aspect du début de saison de Lenny Martinez, c'est que sur l'étape Rennes, en tout cas du Grand Camino, c'est le seul qui limite sur Vingegaard, mais en plus sous des conditions qui étaient affreuses. Il y avait un déluge de fous furieux et savoir que c'était le meilleur derrière Vingegaard, même si le plateau était relativement faible, c'est quand même top. Et puis un autre aspect de sa saison, c'est que il nous a montré toutes ses qualités de classic man, parce que il y en a 5 des classiques remportés sur la saison, ce qui est 6 pardon. C'est très très solide, c'est 6 de ces 7 victoires, si je ne dis pas de bêtises. C'est moi, et puis un autre truc qui me rassure, c'est que sur la seconde partie de saison, où il est complètement hors de forme parce que la Groupama décide d'assassiner tout son plan de course et de lui flinguer clairement sa fin de saison, parce que c'est bon, on a compris qu'il allait partir à la Bahreïn. C'est que dans les chronos, j'ai trouvé quand même très solide malgré sa méforme. Sur celui du Tour de Suisse, il fait une sacrée performance, il finit 6ème. Et celui de Gévray-Chambertin, c'est un peu anecdotique, c'est le début du Tour, mais le plus important, celui de Nice, il finit 11ème. Donc c'est quand même très solide. Je me dis que c'est le genre de coureur qui, même s'il est en méforme, du coup il est capable de très bien rouler. Ça peut être incroyable pour un coureur qui vise, comme on sait, les classements généraux. Après, moi, il y a toujours une interrogation pour Lenny Martinez, c'est que c'est le genre de coureur que je vois exceller sur les classiques d'un jour et les courses par étape d'une semaine. J'attends de voir véritablement sur un grand tour
qu'est-ce qu'il peut donner, même si la Vuelta nous avait donné un aperçu quand il avait porté le maillot rouge, etc., de ce qu'il pouvait donner en 2023. Mais non, moi c'est une saison que je peux pas ne pas bien noter parce que l'extra sportif prend beaucoup trop de place dans son cas. Donc ce sera un bon 13 sur 20 pour Monsieur Martinez. Ouais, puis en plus, c'est vrai que ce début de saison, il est quand même exceptionnel, hein. C'était plein de promesses et plein de belles choses. Et voilà, il a enchaîné les bonnes performances pendant 2-3 mois. Et voilà, après, malheureusement, il s'écroule un petit peu. Mais comme tu as dit, Matt, hein, c'est de l'extra sportif. Et c'est malheureux pour Lenny Martinez. Après, je pense qu'avec ce changement d'équipe, cette année, il aura peut-être beaucoup plus d'occasions de s'exprimer et de pouvoir faire parler ses nombreux talents. Et d'ailleurs, Titien, tu vas pouvoir nous préciser tes attentes sur Lenny Martinez pour cette saison à venir. Ouais, j'en ai pas mal en vrai, j'en ai beaucoup. Alors bon, même si ce transfert côté de la Bahreïn, qui est pas une équipe qui m'inspire énormément, ne me ravit pas. Toujours est-il que voilà, nouvelle dynamique et dans une nouvelle équipe. J'espère que tous les problèmes extrasportifs seront oubliés. Et si on se concentre uniquement sur le sportif, bah j'attends de grandes choses de Lenny Martinez. Alors son programme, il est pas encore complet. On sait qu'il va reprendre sur la Classic VAR et le Tour des Alpes, mais qu'il y aura des passages par Paris-Nice, par le Critérium du Dauphiné, par le Tour de France. Je l'imagine bien également être présent à minima sur la Flèche Wallonne et sur Liège-Bastogne-Liège qui, bah voilà, pour se tester un peu sur ses courses. Moi, j'attends Lenny Martinez qui, bah voilà, qui nous montre que la constance qu'on a entrevue l'an dernier sur la première partie de saison à se poursuivre, peut-être avec un podium, pourquoi pas. Alors, je pas imaginer de victoire, mais un podium sur un Tour de Catalogne ou un Tour du Pays Basque ou un Tour de Romandie. Enfin voilà, c'est des courses qui peuvent très très bien lui convenir. Donc voilà, moi j'attends à ce que à chaque apparition de Lenny Martinez, le voir briller, le voir gagner dès que c'est possible, ou en tout cas, enfin voilà, vraiment le voir devenir un des, si ce n'est un des meilleurs, en tout cas des cadors maintenant des courses par étape d'une semaine. Je suis très curieux également de le voir sur une Flèche Wallonne. Pareil, je pense qu'il peut manquer encore de résistance sur un long Liège-Bastogne-Liège, mais Lenny Martinez, c'est pas plus enfin, au-delà d'un grimpeur, c'est un vrai grimpeur puncher. Pour moi, il a déjà montré que dans des finaux de boss, il avait un punch comme quand il a remporté le Mont Ventoux Challenge il y a 2 ans, là. Il a un petit punch et sur des pentes, voilà, avec son gabarit de 52 kilos sur les pentes du mur de Huy, c'est également un coureur enfin, je serais intéressé de le voir. Donc, après, ça dépendra de beaucoup, comment se passe la course, son placement au pied, mais je pense qu'il peut y briller. Donc, voilà, j'ai pas d'attente particulière, mais je serais pas surpris et que ce soit une belle découverte sur une course comme la Flèche Wallonne et qui figure dans le top 10 final. Et puis, mine de rien, bah, j'ai quand même des attentes sur le Tour de France si sa saison est bien gérée, s'il y a une bonne coupure avant le Dauphiné, bah, moi j'ai l'impression qu'il lui convient bien ce Tour de France. Il y a qu'un seul chrono de 25 km, 25 ou 35, je sais plus au début, mais ça reste un seul chrono plutôt court. Voilà, j'ai l'impression que les étapes de montagne, Lenny Martinez, c'est un coureur qui a montré qu'il pouvait pêcher un petit peu sur des longues étapes de montagne avec un enchaînement de cols et là on va quand même avoir pas mal d'étapes qui vont se jouer sur le dernier col. Enfin voilà, beaucoup de courses de côte, j'ai l'impression, sur le prochain Tour de France. Et Lenny Martinez, à ce jeu-là, j'ai l'impression que c'est un coureur, voilà, ouais, qui a de la jambe et qui peut montrer des choses. Il avait été très bon sur sa première Vuelta, donc alors je vais pas annoncer d'objectif, mais ouais, j'espère qu'il jouera le classement général et que alors je serais tout autant content s'il joue pas le classement général et qu'il va chercher une belle victoire d'étape. D'ailleurs, les deux sont pas incompatibles, mais je trouve que le profil du Tour va bien à Lenny Martinez qui s'accroche un peu tous les jours et qui, avec son punch dans les fins d'ascension, arrive à tirer son épingle du jeu, à limiter et pourquoi pas aller chercher un top 10 final. Alors, je mets pas de pression, il a que 21 ans, il en aura 22 au moment du Tour de France, mais je trouve que le parcours lui convient vraiment bien, donc voilà. On sait qu'il y a beaucoup de coureurs également, hormis les 3 grands favoris qui seront sur les routes du Giro cette année pour se jouer la victoire et qui viendront plutôt sur le Tour de France dans une optique de jouer les étapes, donc ça laisse peut-être un petit peu de place pour entrer dans le top 10 sur le Tour, même si on en est loin, mais j'en serais pas étonné en tout cas. Donc voilà, constance et puis des petits coups d'éclat de Lenny Martinez, mais pour moi à la fin de l'année je serais vraiment pas étonné que ce soit devenu un petit peu alors qu'il soit pas parmi les 4-5 meilleurs, mais que ce soit vraiment un des grands coureurs qu'on retrouve régulièrement dans les top 10 voire top 5 de chaque course par étape qu'il dispute.
Ouais, je pense que les Ardennaises, ça peut être bien pour la découverte, mais je le vois pas jouer la gagne dans le sens où pour moi, dans la Bahreïn, il y a des mecs qui sont devant lui dans la hiérarchie. Rien que Buitrago, qui a déjà fait podium de Liège, et quand même Peyo Bilbao, je les vois quand même au-dessus, même si la flèche, c'est toujours indécis. Hein. Tu peux beau avoir annoncé qui sera ton leader d'équipe, au final, des fois, c'est pas du tout lui, c'est le seul rescapé de ton équipe au pied du mur qui va jouer. Euh, je, je pense que ça peut être une saison aussi de découverte de classement général sur Grand Tour. Moi, j'aimerais bien qu'il joue justement le classement général sur Tour de France pour aller chercher un top 10. Ça pourrait être bien. Normalement, il devrait avoir la carte ou la carte blanche du leadership. Que Tiberi, lui, son grand objectif, ça va être le Giro, accompagné par Caruso. Et puis Bilbao, a priori, il l'a dit dans les interviews d'avant-saison que il allait se donner l'idée de jouer pour la dernière fois de sa carrière, vraiment le général de la Volta. Donc, pour moi, il y a porte ouverte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Lenny Martinez, je suis pas aussi pessimiste sur son transfert, même si j'apprécie pas tellement l'équipe. C'est qu'il y a un projet qui est construit clairement autour de lui. Parce que, hormis lui, il y a une ribambelle de jeunes cracks tout droit sortis du centre de formation de la Bahreïn qui arrivent. Donc pour l'instant, ça parle évidemment pas à grand monde, hein, mais les Hermakov, les Herzen, les Van Mechelen et les Van der Meulen, c'est des, en tout cas, cracks annoncés, qui peuvent grandir avec Lenny Martinez, qui a beaucoup d'avance sur eux. Sur les courses d'une semaine, je pense que ça peut être, il doit passer le petit cap qui fait que il n'y a pas d'étape où il se fait piéger, parce que des fois, Lenny Martinez, le problème, c'est son placement. Il a un peu un placement à la Thibaut Pinot des fois, où il est complètement à l'arrière et il va se faire décrocher de manière incompréhensible. Si on reprend pas le Tour de Catalogne, il y a une étape, celle de Keralt, où il se fait décrocher bêtement et c'est comme ça qu'il perd son top 5 au général. Donc il y a des petites choses comme ça à travailler, mais ouais, Lenny Martinez, moi j'attends de lui qu'il fasse un podium d'une course d'une semaine, type Romandie en confirmant le fait que moi, de ce que j'ai vu, il s'est très bien roulé, et puis un top 10 du Tour de France. S'il arrive à faire ça, là, il aura passé un cap, sachant qu'on rappelle, il aura que 22 ans cette année, pendant le Tour de France, et ce sera une saison réussie, pour moi en tout cas. Pour l'instant, il s'est pas annoncé sur. Il a réussi à annoncer sur le Tour de France, le Critérium sur Paris-Nice, mais il s'est pas annoncé sur tant de courses. C'est-à-dire entre début mars et début juin, il a rien prévu. Je pense qu'il s'alignera sur quelques courses. Enfin, j'espère qu'on pourra le voir sur quelques courses. Mais c'est clair, ça peut être une vraiment bonne saison, je pense, pour Martinez. Il a le potentiel pour, en tout cas, faire une belle saison. Après, sur le top 10 Tour de France, je sais pas. En fait, j'arrive pas à me positionner par rapport à ça parce que je me dis en soi, j'ai quand même toujours ce goût de cette année où sur le Tour de France, j'aurais tellement voulu le voir beaucoup plus incisif, beaucoup plus présent et où malheureusement il ne l'a pas été pour les raisons qu'on connaît. Et je me dis, bah, cette année, est-ce que j'ai envie de voir Lenny Martinez se défoncer pour le Tour de France? Je sais pas. Est-ce que j'ai pas plus envie de le voir participer à des courses d'une semaine ou alors le voir aussi sur la flèche? Enfin voilà, des courses sur lesquelles il pourrait commencer à continuer à prendre en galon et pourquoi pas flirter avec la victoire en fait sur des très grosses courses. Mais voilà, je sais pas, j'arrive pas à me positionner. Alors après, ça me fera carrément démentir quand on sera au milieu de l'année et qu'on verra Martinez troisième du Dauphiné et top 10 sur le Tour de France. Ça se trouve c'est ça qui va nous attendre. Mais moi, j'avoue que j'aurais un peu de frustration si Martinez se met que le Tour de France comme objectif pour cette année. Je pense que je serais un peu frustré. J'ai bien envie de le voir sur d'autres courses et de le voir aller chercher quelques victoires, certes sur des courses un petit peu plus où la concurrence est moins rude. Mais au moins j'ai envie de j'ai envie de le voir lever les bras et accumuler de la confiance aussi. Je pense que ça pourrait lui faire du bien, surtout quand tu arrives dans une nouvelle équipe comme bah, ici, comme la Bahreïn. Messieurs, si ça vous convient, on va passer à la suite. À la suite, eh bien, c'est ton coureur, Matt. Matt, qui as-tu choisi pour ce conseil de classe chez les Français, pour les jeunes? Bah moi, j'en vais parler d'Axel Laurence. Hmm. Donc, on va partir du côté de la Bretagne. Donc, bah, Axel Laurence, coureur qui a, on sait tous, un parcours très particulier entre
formation un peu gâchée, retour en amateur et puis équipe qui explose en vol. Il avait été repêché donc par la Alpecin et puis il arrive en 2024 fort de son titre de champion du monde d'espoir à Glasgow, qu'il avait acquis en étant de loin le plus fort. Et puis il commence sa saison de manière assez atomique. Je me souviens dès le début de saison de sa victoire sur l'étoile de Bessèges devant Mats Pedersen. Alors que Mats Pedersen, durant ce mois de février, était le meilleur coureur de la galaxie. Donc c'était très très solide. Et puis après, en fait, dans les courses un peu plus secondaires, dès qu'il avait sa carte, il répondait présent. Mais il était aussi excellent en tant qu'équipier. Sur les Flandriennes et sur les Ardennaises, il est vraiment excellent, même si à chaque fois en termes comptables, c'est pas, ça se voit pas, mais il est vraiment très 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 fort. Sur le Tour des Flandres, je me rappelle de son travail de sap en début de course. C'était vraiment très solide. Il vient gagner aussi sa première étape World Tour sur le Tour de Catalogne bon, évidemment, c'était quasi promis parce que le plateau de sprinter était quasi inexistant. Mais il va quand même gagner sa première victoire en World Tour et puis derrière il passe un cap aussi pendant le Tour de Norvège où malgré tout à une échelle moindre il y avait quand même un petit joli plateau je trouve et il a su prouver qu'il pouvait aussi jouer sa carte sur les parcours des petites courses par étapes un peu punchy, type Tour de Norvège, mais aussi que ça me fait penser au Tour de Grande-Bretagne ou au Croatian Race, ce genre de course-là un peu secondaire, Tour de Slovénie. Et puis derrière, le Tour de France, il le fait en tant qu'équipier, mais à nouveau, je le trouve très solide. Moi, je trouve que Axel Laurence, il a prouvé dès il avait sa carte à jouer, qu'il répondait présent et que c'était clairement un futur leader en puissance. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'Axel Laurence, parce qu'en termes comptables, il n'y a pas non plus des résultats qui sont forcément excellents, parce qu'il a été plus équipier des Philipsen et des Van Der Poel. Mais j'ai trouvé qu'à chaque fois, il répondait présent. Ouais, en fait, moi, alors, très honnêtement, je l'ai trouvé un peu inconstant dans le sens où parfois il faisait des trucs, je me disais, ouais, il est trop fort, Axel Laurence, sa victoire au Tour de Norvège, quand même. Voilà, enfin, il va battre des Tanater, des Thibaut Nice, etc. Donc, voilà, il est vraiment impressionnant quand il gagne. Il y a des fois où, voilà, tu parles de ses victoires devant Mats Pedersen autour de l'étoile de Bessèges en début d'année, il était également hyper impressionnant. Et puis il y a d'autres fois dans la saison où il disparaît complètement. Tour de Suisse, on l'a pas vu. Tour de France, il l'a pas vu. Mais même championnat de France, je me souviens, je l'attendais énormément sur un tel parcours et il a complètement explosé, très loin de l'arrivée avec Axel Laurence. Sur le Tour de France, il fait alors c'était sûrement pas le plus fort, mais sur la deuxième étape, il fait un peu n'importe quoi, là, quand il en échappé, en étant le premier à attaquer, en se faisant exploser la caisse, etc. La fin de saison, on l'a plus vu du tout. Donc, il a fait des super trucs, Axel Laurence, on voit qu'il a un super potentiel, mais à la fois, on sent qu'il manque de constance encore, et puis à la fois, on sent qu'il a été bridé une partie de la saison, parce qu'il était quand même dans l'équipe de Mathieu Van Der Poel et de Jasper Philipsen, donc voilà, Van Der Poel, c'est quand même un profil qui lui barre un peu la route sur plusieurs épreuves. C'est peut-être pour ça qu'il s'en va aussi. Donc voilà, je trouve qu'il a eu quand même quelques fulgurances dans la saison, mais il a pas pu exploiter pleinement son potentiel, je trouve, à la fois parce que voilà, il a eu des petits moments de creux quand même, ce moment de juin-juillet où on l'a plus vu du tout, et puis voilà, des moments où Milan-San Remo, tout ça pourrait lui aller, et pour autant il finit très loin parce qu'il a dû bosser pour ses leaders. Donc une saison qui a rappelé à tout le monde voilà le potentiel d'Axel Laurence un an après avoir été champion du monde espoir, qui a montré que c'était un super sprinter puncher, mais voilà, et également qui laisse entrevoir qu'il pourra progresser les saisons prochaines, et je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux pour Axel Laurence. Il y a également parfois des moments où il m'a déçu, alors que il avait montré des telles choses à d'autres moments que j'en attendais beaucoup mieux. Donc un coureur que j'adore, mais qui je trouve a soufflé un peu le chaud et le froid l'an dernier.
Moi, j'ai une question par rapport à Axel Laurence. Tu l'as dit, Titien, il y a ce côté travailler pour ses leaders, avec notamment Van Der Poel, Philipsen l'année passée. Pour faire la transition, est-ce que cette année, il n'y a pas la crainte de se dire, eh ben, en fait, Axel Laurence, s'il est pas en. Même s'il a ces très bons résultats sur son Norvège, est-ce que Axel Laurence, sur des courses comme voilà, Milan-San Remo, etc., est-ce que s'il est en tant que leader, est-ce qu'il n'y a pas une pression qui peut s'accumuler sur lui et qui pourrait en fait lui faire perdre complètement le fil de la course là-dessus? Je sais pas. Je me questionne sur ça. Moi, je pense qu'il gère très bien la pression et je pense qu'il est bien au courant de la formation qui rejoint. Et moi, je pense que son choix de transfert d'Ineos, il est très très bon parce que tu prends l'exemple de Milan-San Remo. À l'heure actuelle, je vois pas de meilleur profil pour gagner Milan-San Remo parce que bon, Pipo Ganna, je l'aime beaucoup, mais c'est un Stefan Kung italien, donc il gagnera jamais rien, Oh, t'es dur mais il là. sera toujours placé. Et puis, Ah, il va Hmm. beaucoup plus et vite que puis, Kung quand même. ah, je suis, Oui. oui, oui, bah en même temps, ce Il serait passe un peu mieux difficile les bosses quand même, d'aller je moins trouve. vite, à moins de s'appeler Nils Politt, ce serait difficile d'aller moins vite. Ouais. Mais et puis bah sinon il y a toujours Kwiatkowski, mais bon Kwiatkowski il a 34 ans, bientôt 35 ans, je le vois pas leader. Peut-être un Magnus Sheffield, mais je pense que Magnus Sheffield il aura d'autres objectifs durant cette saison. Donc je pense que non, Axel Laurent justement, il rejoint Ineos et moi je pense qu'il va avoir des belles courses pour s'exprimer, même si on a pour l'instant quasi pas d'informations sur ce calendrier, mais bon ça c'est une spéciale et Ineos, souvent, ils sont un peu très discrets sur ça, hein. Quand on parlait de Carlos Rodriguez tout à l'heure, il n'y a pas trop d'infos non plus sur son calendrier de course. Donc, il y a une reprise de la saison qui sera en février, donc classique hein, sur la Marseillaise Étoile de Bessèges. Mais je pense justement, il va avoir énormément sa carte à jouer et je pense qu'il est capable de répondre présent. Après, son axe d'amélioration, Titien, tu l'as bien souligné, ça va être la régularité déjà, de pas parce qu'en fait Axel Laurent sa saison c'était un coup très bien, un coup pas bon et ça c'est quand tu rejoins une équipe comme Ineos en tant que potentiel leader, il y a un moment c'est plus possible. Et j'espère aussi qu'il ne sera pas aligné sur le Tour de France et qu'il sera aligné sur d'autres courses plus des courses d'une semaine etc. À la limite peut-être lui faire la Vuelta, parce que je pense qu'il y a pas mal d'étapes qui lui conviennent, parce que même si le Tour de France, il y a beaucoup d'étapes qui peuvent lui convenir, bah, il n'a pas encore le niveau pur, ni la résistance, je pense, pour accompagner ça. Et puis moi, j'aimerais bien le voir sur les Ardennaises aussi, même si par contre là, il y a une énorme concurrence chez Ineos, et que je vois des coureurs avant lui dans la hiérarchie. Moi, faut pas oublier aussi que au niveau World Tour l'année dernière, Laurence, c'était que sa première saison et qu'il a déjà gagné un classement général plus une étape World Tour, ce qui est quand même très satisfaisant. C'est pas tous les coureurs qui font ça en tant que néo-pro. Donc ça ne peut que être mieux, je pense, pour l'année prochaine. Ouais, moi je suis très très hypé par le transfert d'Axel Laurence chez Ineos, déjà parce que c'est pas un profil dont ils ont l'habitude, l'équipe Ineos qui est très centrée quand même sur les courses par étapes et les grands tours. Donc c'est moi je suis un peu curieux de voir ça et puis également bah voilà, je pense qu'il aura toute sa place, il y a pas un coureur doublon en fait avec Axel Laurent je trouve dans cette équipe. Donc vraiment il aura beaucoup d'occasions de s'exprimer sur toutes les étapes. Je pense à des étapes un peu vallonnées sur Paris-Nice, sur le Tour de Catalogne, souvent bah il en a gagné une l'année dernière ou sur le Tour du Pays Basque, des courses comme ça. Enfin voilà, Axel Laurent, ce sera la carte de l'équipe sûrement dès que ce sera un profil vallonné qui laisse une chance aux punchers qui ont une bonne pointe de vitesse de briller. Et donc voilà, je pense que vraiment il va gagner beaucoup dans ce profil. Sur les classiques, pour l'instant, je sais pas si c'est pas un peu, il est pas un petit peu limité. En même temps, il n'est pas assez bon grimpeur pour moi pour sur un Liège-Bastogne-Liège pour aller jouer quelque chose, je pense. Peut-être qu'une Amstel, ça pourrait beaucoup mieux lui convenir, à mon avis, ce serait vraiment sa course fétiche. Sur le Tour des Flandres, pour l'instant,
voilà, sur les pavés, je l'ai pas encore beaucoup vu, donc ça a été également un peu une saison de découverte d'Axel Laurence dans un rôle beaucoup plus libre, etc. Donc moi je l'attends pour aller glaner beaucoup de succès. J'avoue qu'avec son profil, normalement, il devrait en choper pas mal. On voit que quand il est en forme, il a quand même un punch monstrueux sur des bosses très très courtes. Donc ouais, je pense pas non plus qu'il sera sur le Tour de France parce qu'il y a pas, voilà, l'équipe va y aller dans l'optique de général et je trouve qu'il y a peu d'étapes qui lui conviendront ou alors la start list sera tout bonnement tellement monumentale que ça sera dur de briller, mais tu vois, tu l'emmènes sur une Vuelta en fin de saison, à mon avis, vu les profils, etc., il peut aller chercher des victoires. Enfin voilà, je le vois vraiment être mis sur beaucoup de courses par étapes au fur et à mesure de l'année et aller glaner des succès, et peut-être faire un peu une saison à la Thibaut Nice de l'année dernière qui gagnait sur chaque course auquel il participait, donc ça peut vraiment fonctionner bien comme ça. Et puis voilà, curiosité des classiques, mais je reste réservé. Je pense qu'il faut encore qu'il se découvre et que nous aussi on le découvre, Axel Laurence, parce qu'il a un profil il est peut-être pas assez massif pour les Flandriennes et peut-être trop sprinter pour les Ardennaises. Donc ouais, je suis assez curieux. Je suis assez curieux de voir ça. Vraiment, Axel Laurence, c'est un coureur que j'adore, qui me hype beaucoup. Donc ouais, j'espère que le mariage avec l'équipe Ineos se passera bien, mais il a tout pour être valorisé et mis en avant par cette équipe. En tout cas, c'est le meilleur transfert qu'elle ait réalisé sur son mercato. Donc ouais, à fond derrière Axel Laurence et bon, on va vite le découvrir parce que l'étoile de Bessèges, ça va arriver maintenant dans 2 semaines et la start list, on annonce des Pedersen, des Dely, des Vauquelin, des Paul Magnier, etc. Donc ouais, il aura affaire à des carapaces. Donc je pense il pourra déjà montrer tout son talent sur des courses de puncher face à une grosse concurrence. Donc hâte de. Ouais, je trouve qu'il y a pas mal de découvertes cette saison sur Axel Laurence, donc j'ai hâte de voir tout ça. Clairement, je pense que ça peut être une saison qui va bien nous hype du côté d'Axel Laurence et il a les capacités lui aussi d'aller comme on l'a vu en Norvège, d'aller chercher des victoires et surtout de commencer à se faire aussi un nom dans le peloton professionnel en tant que concurrent direct pour des victoires sur certaines courses et pourquoi pas plus tard le voir se spécifier dans une catégorie. Moi, c'est vrai que Titien, tu l'as dit, hein, mais le voir sur un Liège-Bastogne-Liège, ça serait vraiment très kiffant, je pense. Pour ce que je vais continuer du coup en ce qui concerne les Français, je vais vous parler de celui que j'ai choisi du mien, qui lui a décidé de continuer de rester à la Groupama FDJ. J'ai choisi de parler de Romain Grégoire. Romain Grégoire, qui l'année dernière, nous pond une saison qui est quand même assez sympathique, même plutôt intéressante. Il est assez souvent classé dans les top 10, même voilà, il fait deuxième de l'Ardèche, pardon. 12e de l'Amstel, 7e de la Flèche, 24e de Liège, ce qui est pas non plus, ce qui est vraiment très très bien, je trouve, pour lui sur les Ardennaises, surtout cette saison. Il frôle la victoire au Critérium du Dauphiné aussi. Enfin voilà, il a fait une saison qui est quand même assez intéressante et qui, pour l'avenir, nous promet de belles choses. J'ai pas forcément, alors voilà, lui aussi est très jeune, il a 22 ans, mais j'ai pas forcément été, j'ai envie de dire, autant déçu que Lenny Martinez. J'en entendais peut-être un peu plus de Lenny Martinez la saison dernière, ce qui fait que j'ai été un peu plus déçu. Or que Romain Grégoire, voilà, je sais que il concourt aussi dans une catégorie qui est assez différente d'un grand tour. Alors, c'est vrai que j'étais déçu de le voir sur le Tour de France. Je sais pas à vous, mais moi, j'avoue que le voir sur le Tour de France, je me suis dit que c'était un peu la Groupama qui se disait, allez, on met tous nos coureurs un peu flamboyants de la saison dessus, et puis on verra bien. Je pense pas que c'était forcément ce qu'il fallait faire. Romain Grégoire, c'est clairement, il peut aller jouer des victoires sur un Tour de France. Mais sur ce Tour de France là, je pense pas que c'était la mentalité qu'il avait et au vu des positions qu'il a, c'est pas du tout ce qu'il est venu chercher. Là où je trouve vraiment sa saison intéressante, c'est sur ce triptyque ardennais où voilà, il fait top 10 sur la Flèche Wallonne, il frôle le top 10 sur l'Amstel et sur Liège, il est un peu plus en derrière, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais je trouve ça très intéressant. Je pense que voilà, il a clairement un profil ardennais qui lui colle à la peau et j'ai envie que cette note positive en fait de 2024, elle se concrétise en 2025 pour Romain Grégoire. Je sais pas ce que vous en pensez vous de sa saison à Romain Grégoire, mais en tout cas moi, j'ai pas forcément de déception et je suis même plutôt satisfait, même très satisfait de sa saison, même si pour moi il manque quand même
une victoire ou deux, quoi. Vas-y, Matt. Euh, Ouais. Alors moi je suis satisfait sur en fait il y a du bon et du moins bien sur la saison de Romain Grégoire. Ce que j'ai apprécié au début de saison, c'est qu'il s'est un peu testé sur différents terrains, de vouloir jouer par exemple le classement général de Tirreno, comme souvent beaucoup de coureurs le font, hein. Ça a été le cas de Kevin Vauquelin. J'ai trouvé ça intéressant. Après il va chercher une belle victoire, hein, sur le Tour du Pays Basque. Et puis, alors, même si Liège-Bastogne-Liège, numériquement, il finit que 24e, il est très très actif dans la course et il est même très très fort à l'image d'un Paul Lapera où il fait énormément de boulot et à lui tout seul presque permet à Valentin Madouas d'aller chercher un top 10. Il est très très solide. Le critérium du Dauphiné, effectivement, il y a aussi là, c'est là où on rentre dans le moins bien, c'est qu'il doit prendre en maturité pour gagner. Parce que il a vraiment beaucoup fini deuxième et troisième Romain Grégoire. Il y a l'étape où il se fait passer par Derek G parce qu'il calcule mal son effort, je pense, où il part un petit peu trop tôt et G est plus intelligent au niveau du timing. C'est dommage parce que ça lui aurait fait une super victoire. Le Tour de France, effectivement, moi j'étais dégoûté de l'y voir parce que bah de toute façon quand tu regardes le line-up de la Groupama, on a compris qu'en fait les gars ils ont pris les à peu près ce qui on va dire les 8 meilleurs coureurs et ils se sont dit on fait aucune stratégie, on envoie les 8 meilleurs et tant pis. Donc j'avoue que Romain Grégoire, j'aurais adoré le voir sur la Vuelta. Bon derrière, du coup, il fait quand même un bon Tour de Pologne où je le trouve vraiment pas mal. Et il y a un autre aspect de ce coureur-là qui se voit sur le Tour de France et le Tour de Pologne, c'est que c'est un bon rouleur. Romain Grégoire, c'est super intéressant d'avoir un rouleur comme ça. Et puis bah à la fin de saison, elle est quand même très solide. Le Lombardia est un peu en trompe-l'œil, mais le Lombardia, si je me souviens bien, il chute et il a un problème mécanique qui anéantit sa course. Mais bah il finit sur hors Lombardia, en tout cas, il finit sur 3 podiums lors de la fin de saison des classiques italiennes, donc ça ne peut annoncer que du bon. Euh, on va en parler juste après, je pense, de son calendrier. Je te laisserai l'introduire, mais moi, Romain Grégoire, je suis très satisfait de sa saison. Il est allé chercher une victoire, il y aurait pu avoir plus. Il faut qu'il travaille sa maturité et son intelligence de course. Mais une fois qu'il l'aura travaillé, il a la pointe de vitesse, l'endurance, la résistance. Ça peut faire très très mal. Surtout dans une équipe qui est complètement dépeuplée. Ouais, tout à fait. C'est un crack, Romain Grégoire, et pour moi, ça se voit sur la constance de sa saison à 21 ans. Alors c'est sûr qu'on parlait de Lenny Martinez et d'Axel Laurence qui ont réalisé des grosses performances et des gros coups d'éclat. Romain Grégoire, il y a pas ce gros coup d'éclat, j'ai envie de dire. Il fait une bonne saison, il y a une belle victoire autour du Pays Basque, sa première en World Tour. Mais c'est vrai que le reste de sa saison, voilà, il gagne assez peu, mais alors il est toujours là. Enfin voilà, et comme tu l'as dit, son Liège-Bastogne-Liège, il est en trompe-l'œil. À 21 ans, il fait un Liège-Bastogne-Liège de fou quand il est dans le groupe piégé à 100 km de l'arrivée avec Van Der Poel, il fait le jump dans le final, il ressort encore. Enfin voilà. Puis finalement, il dispute pas le sprint, mais il était clairement dans les 5-6 plus forts de la course. Romain Grégoire, la Flèche Wallonne, il est là aussi. L'Amstel, enfin voilà, vraiment il est partout sur ses classiques. Je trouve qu'il manque un petit peu de punch et un petit peu de finition, c'est ce qui fait qu'il y a souvent des deuxièmes places face à des coureurs qui sont plus rapides, mais voilà, quatrième du Tour de Pologne, toute la fin de saison il enchaîne les deuxième ou troisième places, il est vraiment partout. Alors il y a ce Tour de France où il n'y a pas de résultat marquant, mais là encore, bah voilà, c'est un premier Tour de France à 21 ans pour un coureur voilà, qui avait pas forcément beaucoup d'étapes qui lui allaient, soit c'était trop dur, soit c'était peut-être trop facile, mais on l'a vu souvent à l'avant, qui a été volontaire, etc., qui était pas loin de la gagne sur une étape comme Super Dévoluy, où il cède dans les derniers kilomètres du dernier col, mais voilà, vraiment, il était partout au championnat de France, c'était également des plus forts, mais il s'est fait un peu manger par la course d'équipe des décathlons à G2R. Donc ouais, c'est pareil, quand il est battu par Derek G, bah comme t'as dit, hein, Matt, parfois il manque un petit peu de malice dans le final puisqu'il amène le Canadien quasi jusqu'à 50 mètres de la ligne et il se fait déborder. Donc voilà, il y
y a pas eu beaucoup de victoires, mais à chaque fois, il a été mis face à une énorme concurrence, Romain Grégoire, et il a répondu présent. Donc, super année pour le Français. Je peux pas mettre plus d'une note de 15 parce qu'il manque la finition qui aurait permis de faire passer cette excellente saison à une saison magnifique pour une première saison chez les pros à ce niveau-là. Mais ouais, c'est une saison qui laisse beaucoup d'espoir de par la constance qu'il a affichée à son âge. Et bah écoute, ouais, on a parlé de cette saison de Romain Grégoire et je pense que pour la saison prochaine, pour faire la transition, je l'avais noté, tu vois, qu'il gagne un peu sa place dans son équipe, Groupama. Je pense qu'il a déjà quand même une bonne place. On sait que c'est un talent pur et un diamant brut et ils ont clairement envie de le conserver et de l'emmener le plus loin possible. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Et il faut bien le développer, bien l'entourer aussi. Est-ce que Romain Grégoire, c'est un coureur qu'on attend? Moi, je l'attends beaucoup plus comme un Mathieu Van Der Poel à aller chercher des victoires sur des courses d'un jour, ou en tout cas avoir des objectifs très ciblés et pas forcément être là sur les grands tours, plutôt qu'un gars comme Wout van Aert qui va s'éparpiller sur, je sais pas, voilà, qui va aller jouer des coups sur le Tour de France, mais qui va aussi être là sur le Tour des Flandres, enfin voilà, qu'on va retrouver un peu partout sur la saison. Moi, j'ai plus envie de le voir, Romain Grégoire, sur des objectifs, en tout cas, par exemple, sur les Ardennaises sur les Ardennaises en priorité, mais aussi sur des courses d'une semaine, parce que je pense qu'il a la capacité, et en tout cas, enfin, il va falloir, comme tu as dit, Matt, qu'il se développe sur cette maturité de course, et je pense que les courses d'une semaine, ça peut vraiment être un bon appui là-dessus. Après, son calendrier, moi, je le trouve vraiment très intéressant. Il va s'aligner sur les Strade Bianche, qui est une course où clairement il a pour moi peut-être un coup à jouer avec les défaillances mécaniques qui s'y jouent, et on sait que le Strade Bianche, bah, même si t'as beau être peut-être l'un des top coureurs sur la start list, t'es pas forcément sûr de finir dans les meilleures dispositions et dans les meilleures positions à l'arrivée, donc clairement je pense qu'il y a un coup à jouer là-dessus. Derrière, il va aussi retourner sur l'Amstel, sur la Flèche et sur Liège. Et ce triptyque, je l'attends vraiment avec impatience pour Romain Grégoire. Je pense vraiment que ça peut être un vrai gros objectif de sa saison. Alors, je sais pas si l'objectif c'est d'aller chercher un top 10 sur les trois courses ou si c'est justement de pouvoir rivaliser et jouer la gagne sur l'un d'entre eux. J'en sais rien, mais dans tous les cas, j'ai envie de le voir performer sur ces trois courses-là. Et clairement, j'ai envie de m'enflammer devant mon écran. Avoir Romain Grégoire capable de lutter pour la victoire finale. Et puis, c'est clair que derrière, voilà, il y a sa participation au Tour de France. J'ai envie de voir un Romain Grégoire libéré sur le Tour de France, un Romain Grégoire qui coche des étapes, qui coche des profils d'étapes qui lui conviennent. Et je pense qu'il y en a dans ce Tour de France. Il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi se faire plaisir. Et voilà, j'ai pas forcément envie que la Groupama FDJ vienne le brider là-dessus. Je pense pas que c'est l'objectif non plus de l'équipe, sachant que maintenant, en plus, avec le départ de Martinez, c'est plus la même chose. Mais voilà, j'ai pas envie qu'il soit là pour simplement encadrer David Gaudu sur le Tour de France. J'espère pas que ce soit ça, parce que sinon je serais vraiment très déçu. Mais voilà, le programme de Romain Grégoire, il est alléchant, j'ai envie de dire. Et ouais, cette saison-là, j'ai bien envie enfin, je pense que je vais bien me la suivre, parce que je pense que Romain Grégoire, il peut clairement aller chercher des bons résultats cette saison au vu de ce qu'il a proposé l'année dernière sur une saison qu'on peut dire une saison pleine en fait, hein. Il a fini en octobre, il a commencé au mi-février, donc on est sur une saison de 8 mois et même à la fin de ces 8 mois, il arrive quand même à mener toujours du résultat dans une équipe qui était un peu dans le dur. Donc voilà, je pense que cette saison 2025 pour Romain Grégoire, elle peut être vraiment très intéressante et je l'attends vraiment sur ce triptyque ardennais. Ouais. Moi, j'ai quand même la participation à Milan-San Remo qui m'interroge un peu. J'avoue Bah ouais, que ça m'interroge un petit peu. J'aurais préféré à la limite qu'il fasse un Tour de Catalogne, qui est un peu dans ce timing-là, au mois de mars. Après, non, sinon, je le trouve bien construit, l'idée de faire une coupure complète après les Ardennaises pour le Tour de France. Déjà, si ça peut te rassurer, c'est que je pense qu'il sera pas sur le Tour de France bridé, parce qu'il y aura pas cet objectif annoncé. Déjà, donc, a priori, de ce que la Groupama nous a annoncé, ce sera un top 10, peut-être qui serait visé avec Guillaume Martin, et pas avec David Gaudu, du coup. Donc ça peut être bien, ça peut être encourageant. Mais ouais, pour moi, ce que j'attends de lui, c'est est-ce que sur une des Ardennaises, il va être capable de scorer un top 5? S'il est capable de scorer un top 5, là, ça voudra dire qu'il sera devenu un très gros client. Est-ce, est-ce que sur une des Ardennaises, il va être capable de scorer un top 5? S'il est capable de scorer un top 5, là, ça voudra dire qu'il sera devenu un très gros client. Est-ce, est-ce que sur une des Ardennaises, il va être capable de scorer un top 5? Là, ça veut dire qu'il sera devenu un très gros client.
Et l'autre aspect aussi, c'est j'aimerais bien qu'il remporte une grande victoire. Ça pourrait être une grande classique, je sais pas, l'Estrade Bianchi, le Grand Prix de Montréal par exemple, ou une étape sur un grand tour. Là, ça montrerait que les défauts qu'on soulignait en 2024 ont été compris et travaillés. Ça voudrait dire qu'il a acquis plus de malice, plus de résistance et aussi peut-être un côté un petit peu plus punchy. Romain Grégoire, c'est un coureur, j'aimerais le voir aussi beaucoup plus dans les échappées, parce que c'est un coureur qui a un potentiel offensif et de dynamiteur de course qui est un peu à la Mathieu Van Der Poel, comme tu le soulignais. Moi, j'aimerais bien voir un petit peu plus ça dans les échappées. On avait vu des bribes de ça pendant un Tour de France un peu anecdotique qu'il a traversé, où il a quand même été 4 ou 5 fois en échappée, et bon, c'était intéressant, donc j'aimerais bien revoir ça, mais en plus efficace. Ouais, tout à fait d'accord avec vous. Il a un magnifique terrain de jeu cette année. Romain Grégoire, il a participé que à des courses ouais, qui lui conviennent bien. Voilà, moi je l'attends beaucoup sur les classiques, hein, les Stradé, enfin vraiment toutes les classiques qui sont durs. J'ai l'impression que c'est un coureur qui manque un peu de punch, même si de base c'est sa qualité, mais ouais, par contre j'ai l'impression qu'il est très très endurant, très très résistant, et ouais, je l'attends sur un Liège-Bastogne-Liège, sur une Amstel, sur des Stradé. Voilà, pour moi il doit jouer le top 10 de toutes ces classiques, voire mieux, voire le top 5 s'il a progressé, mais voilà, je l'attends vraiment faire un gros coup, en tout cas sur une de ces courses, et puis sur les courses par étapes d'une semaine. Alors, je l'attends pour pour plutôt aller gagner des étapes, mais étant donné que sur les courses sur lesquelles il va être mis, Tirreno, le Pays Basque, etc., ce sera le leader de son équipe, et qu'on sait que les points UCI, il faut aller chercher des classements généraux des top 10 pour que ça fonctionne, bah, peut-être qu'il peut être un peu bridé par son équipe, et pour aller jouer le classement général, ce serait un peu dommage parce que c'est pas ses qualités. Mais sinon, voilà, Romain Grégoire, vraiment, il a un gros talent. Il faut qu'il y ait le déclic, et il pourra aller chercher des victoires et tout. Donc, ouais, moi je l'attends très bien. Et puis sur le Tour de France, je pense pas qu'il sera bridé non plus. La première semaine, ça lui va super bien pour aller gagner une étape, ce serait ouf, mais au moins pour aller briller. Donc, super année à venir pour Romain Grégoire. C'est un des coureurs que je vais scruter avec le plus d'attention. Le calendrier est là pour lui. C'est devenu un des 2-3 gros leaders de l'équipe. Tout le monde compte sur lui. Donc voilà. Il devrait être particulièrement scruté par tous les suiveurs français. C'est un coureur que j'adore et qui est un des plus gros potentiels en France qu'on a. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Moi, juste pour rebondir sur un truc, c'est que normalement, il devrait avoir des libertés justement sur les courses d'une semaine, parce que sur les deux auquel il doit participer, il y a David Gaudu ou Guillaume Martin. Donc, normalement, ça pourrait le libérer. Après, là aussi, le point qui va être intéressant à voir, c'est est-ce que Valentin Madouas se réveille et ne redevient pas le leader numéro 1 sur les Ardennaises ou Flandriennes. Ça peut être un point d'interrogation aussi. À voir, hein. Est-ce que tu ferais pas fonctionner ça comme un duo qui se tire vers le haut l'un et l'autre? En Ça a fonction des marché plateformes sur en le tout moment? cas cette année. Ça a Oui. marché, mais on sait l'appétit des jeunes. Oui, bien sûr. Non, mais tu Donc, vois, enfin, t'es à la flèche, je sais pas, t'es allez, t'es à 30, 45 ou un peu plus, je sais pas, 50 bandes de l'arrivée, tu vois, et puis t'en glisses une à l'équipe pour dire, voilà, je suis clairement en forme, et l'équipe qui met en place une stratégie pour qu'en fait, ce soit Madouas quand mène le mieux possible Lenny Martinez, tu vois, ou qu'il le couvre sur les derniers kilomètres pour pouvoir être me placer en bas du mur de 8. Enfin, j'en sais rien, tu vois, penser à une stratégie comme ça sur les courses, sur ces courses-là, j'en sais rien. À voir. Après, est-ce que Valentin ouais, Madouas, comme tu dis, va se réveiller ouais, après, si on retourne la question, c'est une question que je vais vous poser à vous deux. Est-ce que si vous êtes à 20 km de l'arrivée d'un Liège-Bastogne-Liège, qu'il y a un groupe de 20 coureurs, que vous avez Madouas et Grégoire, est-ce que vous faites plus confiance à un Madouas en pleine forme ou à un Grégoire en pleine forme à l'heure actuelle? Moi, j'avoue que j'ai encore mes interrogations sur ça. Parce que Madouas, sur des Ardennaises, sur des courses très difficiles, c'est quand même un client. Et Bah, ça on l'a peut vu. peut-être lui barrer la course cette année. Madouas, il a 2 performances cette année. C'est sur les 2 courses les plus difficiles de la saison, qui étaient les Jeux Olympiques et Liège. Donc, Ouais, bah ce sera à voir, mais après moi je pars Ouais. toujours du principe qu'il vaut mieux avoir 2 cartes un peu complémentaires que l'une.
Ils ont un peu les mêmes capacités, mais c'est ce qui s'était déjà passé au championnat de France, hein, où il y avait Grégoire et Madouas qui, personne n'a couru l'un pour l'autre, hein, ils ont chacun fait leur course et au final ils ont perdu. Donc effectivement, faudrait pas non plus que ça leur desserve, mais dans tous les cas, sur des grosses classiques, ce sera pas les coureurs favoris. Donc moi, je suis pas persuadé que ce soit un mal d'avoir ces deux coureurs et que l'un doive se dépouiller pour l'autre, parce que c'est pas des coureurs qui sont favoris à la victoire, donc ils doivent plutôt essayer de prendre les coups et aller chercher le meilleur résultat possible. Donc moi, de tout cas, si on est ici à 20 coureurs à 20 km de Liège et qu'il y a encore Madouas et Grégoire, c'est jackpot quand même pour la Groupama, parce que ce serait un beau résultat, quoi. Clairement. Eh bien, messieurs, on verra du coup pour Romain Grégoire. Histoire de conclure, sympathiquement, j'ai envie de dire, s'il y a un coureur parmi tous ceux qu'on a cités, que vous voulez retenir pour cette saison et qui pour vous va faire une grosse saison, ce sera qui? Moi, ce sera Oscar Only, pour moi, dont t'as parlé, Matt. Voilà, je l'attends au tournant. Ok. Moi, je viens de le citer du coup, mais Romain Grégoire, je pense que il va nous faire une saison de fou furieux et qu'on sous-estime le fait que je pense à l'heure actuelle, c'est le coureur français avec le plus gros potentiel, un peu devant et même un peu loin devant Lenny Martinez. Écoute, je vais te rejoindre, Matt. Pour moi aussi, ça sera Romain Grégoire que j'aurais le plus envie de suivre et qui pourra faire une grosse saison. Messieurs, on va clore ce conseil de classe. Je vois d'ailleurs les lumières qui s'éteignent dans les couloirs, donc je pense qu'il va falloir qu'on déserte les lieux, malheureusement. J'ai peur qu'on recroise le Valverde qui traîne dans les couloirs si jamais on n'est pas en train de partir. On sait jamais. Il pourrait vouloir être embauché par l'équipe. Oui, non, mais c'est sûr, il va vouloir rejoindre le corps enseignant, hein, Valverde. Quoique, il va peut-être essayer de réintégrer une classe. Ouais, c'est possible, ça aussi. On ne sait pas. On ne sait pas. Messieurs, merci beaucoup pour ce podcast. Merci à toi d'avoir été là ce soir. Merci à toi. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Fringale. N'oubliez pas toujours d'adhérer à l'association. Il reste encore du temps, on l'a dit, il reste une grosse semaine pour adhérer à l'association. N'hésitez pas, tout est en description, donc allez voir, allez jeter un petit coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Messieurs, bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. La saison vient de débuter avec le Tour Down Under, donc voilà, on attend une grosse saison en général, et je vous dis à la prochaine. Ciao les copains, à bientôt. Allez, bisous à tous. Ciao, à bientôt. Et allez Romain Bardet.